Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la troisième et dernière partie du DH20. Après avoir passé presque 4 heures à exposer le classement de l'équipe Dunkebdo, à débattre, échanger, parfois un petit peu s'accrocher, on va profiter de cette troisième et dernière partie pour accueillir des invités et échanger un peu sur nos classements à nous. Je vais donc servir de représentant du podcast Dunkebdo aujourd'hui avec deux invités. D'abord, on retrouve Alingua. Comment ça va, Alingua ? Salut Ben, merci pour l'invitation, ça va super. Alors, on te retrouve dans le podcast Inside the Hoop et aussi dans le podcast Hit Me Up. Alors, rien à voir avec de la boxe, hein, Miami Non, Heat. pas du tout. Ouais, c'est Hit France, ouais. Et du coup, malheureusement, Alan n'est pas là. Hein, pas de débat Butler pour toi. C'est pas grave, je m'arrangerai en message privé avec lui, c'est pas grave. Aujourd'hui, pour ceux qui ne comprennent pas à quoi je fais référence, on vous invite à aller écouter la première des deux parties du DH20. On a longuement parlé de Jimmy Butler. Et puis, on a aussi, pour compléter le trio aujourd'hui, N5. Comment ça va, N5 ? Ça va très bien, très content de faire ce petit troisième épisode avec vous. C'est vraiment un classement que je suis depuis de nombreuses années, donc je suis très content de pouvoir en faire partie. Eh ben, tout le plaisir est pour nous. On te retrouve sur Basketball Catéchisme, N5, où tu as fait un DH20 qui a pris 3 heures, vous étiez 2. C'est là où les gens peuvent prendre conscience de la difficulté de l'exercice quand on le fait à 6 du coup. Parce que là, à 2, en plus, on peut se dire que ça limite les potentiels dérapages, mais pas là. Ah oui, Du non, coup, j'imagine même pas à 6 comment ça peut être, parce que justement à 2, on se disait justement en off à quel point ça peut être long, en fait, de pouvoir classer 20 joueurs et de pouvoir y revenir un petit peu, d'essayer d'approfondir la chose. On a pris assez de temps, nous, à 2, donc je comprends à 6 qu'il faille être absolument très cadré. C'est ça, il faut une discipline militaire. C'est pour ça que mes petits compagnons qui ne sont pas là aujourd'hui, parfois, m'en veulent quand je leur dis non, vous ne parlerez pas sur Paul George cette fois-ci. Pardon. En tout cas, comme je l'ai dit, on te retrouve sur Basketball Catéchisme. Là, je suis obligé de faire une question hors basket. Oui. C'est inspiré de Rap Catéchisme. Bien sûr, on voit les mecs qui ont les refs, et ça fait plaisir. Bien évidemment, c'est tiré du titre avec Alpha One et Freeze. Ok, c'était obligé. J'en ai parlé pendant la semaine, mais c'était sûr que c'était forcément une référence à cela. Du coup, pour vous expliquer comment ça va se passer, chers auditeurs, une partie de la team Basketball Catéchisme et la team Inside the Hoop, chacun de leur côté, chaque membre, un peu comme on fait de notre côté, ont réalisé leur classement. Ça a été compilé. On a les représentants du coup d'Inside the Hoop et de Basketball Catéchisme, et on va comparer nos classements à nous tous avec un autre classement, celui des auditeurs. On vous a fait voter il y a quelques semaines via un sondage pour votre classement. On va donc comparer ces 4 composantes et ça nous donnera à la fin de l'épisode, je vais le révéler, un espèce de classement ultime totalement inattaquable. Alors ça, on sait bien évidemment que tout le monde va le critiquer, mais on aura ce grand classement qui réunira beaucoup de réflexions, qu'on espère celui-ci sera inattaquable. On vous invite à aller suivre la team Inside the Hoop sur les plateformes de podcast, mais aussi sur Twitter. Alors là, il faut noter, il faut être concentré. @inside avec un I majuscule, the avec un T majuscule, _hoop, où on peut retrouver Alingua sur @alingua. Pour l'instant, je pense que j'ai bon. Basketball Catéchisme, @basket avec un B majuscule, catéchisme sans E, ou alors N5, vous pouvez le retrouver Z avec un T majuscule, NF, plus loin, 5 avec un 5 à la fin. Est-ce que j'ai eu tout bon ? Je me suis entraîné cet après-midi. C'est parfait. De toute façon, je passerai dans les commentaires balancer mes hâtes et autres joyeusetés. Ok, on mettra tout ça bien évidemment dans la description du podcast, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, toutes ces plateformes, vous le savez, où vous pouvez nous suivre, également sur Twitter @Dunkebdo, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au site internet. Du coup, là, quand il y a des invités, la présentation est plus longue, mais on a du pain sur la planche. On marque donc une petite pause et puis on se retrouve pour discuter du DH20. Le DH20 chez Dunkebdo, ça devient une habitude, plusieurs éditions, on est rodé. Mais pour vous deux, les gars, c'était peut-être une première ou une presque première. J'aimerais donc commencer par une question assez simple. Comment on l'appréhende, ce classement ? C'est-à-dire que des classements sur Twitter, on en voit tous les jours, on en voit tout le temps. Mais une fois qu'on est devant cette feuille blanche, Alingua, comment on fait pour classer les joueurs ? Enfin, comment on appréhende l'exercice ? Bah, déjà, il y a les noms qui viennent au premier jet assez rapidement, ceux que tu arrives facilement à placer, ou en tout cas à mettre dedans. Après, le classement vient par la suite, après mieux réflexion. Mais le haut du classement est relativement simple à faire. C'est plus à la fin où ça devient beaucoup plus subjectif dans les idées que chacun a de tel joueur et des matchs que chacun a pu voir de tel joueur, parce que c'est impossible de voir tous les matchs des 20 joueurs qui vont faire le classement. Donc à partir de là, c'est relativement subjectif, mais en même temps, tout fan de NBA a déjà fait des classements comme ça, pas forcément pour le DH20, mais même
en dehors de ça. Donc, c'est un exercice souvent réalisé, mais qui, une fois que tu le mets par écrit sur une feuille de papier, devient complexe à faire. Qui plus est quand on est nombreux à le faire dans une équipe. Et en plus, quand tu dois ensuite le défendre. Mm. Là où ça peut être compliqué, où tu dois Il assumer viendra les choix. Même question, N5, comment on appréhende, tu l'as dit, tu as suivi beaucoup l'exercice, comment on appréhende quand finalement on se retrouve face au monstre, quoi. Bah, c'est un peu intéressant parce que ça faisait la transition parfaite. Il y a un peu moins deux phases. Il y a l'aspect réalisation, comme disait Lingua, il y a certains joueurs qui viennent directement au premier jet et d'autres qui sont un petit peu plus compliqués, même des oublis qui peuvent y avoir. Donc moi, je l'ai fait un petit peu sur le long terme pour ne pas oublier ou essayer d'avoir le plus possible. Et moi, je me suis rendu compte aussi à quel point c'était difficile, c'est-à-dire que quand vraiment il faut faire des discriminations entre deux joueurs particulièrement parfois, ça devient très compliqué de pouvoir mettre l'un devant l'autre parce que chacun a des pour et des contre à chaque fois. Et donc moi, je me suis un peu orienté, du coup, j'ai vraiment essayé de mettre des critères très précis, très carrés, une méthodologie en fait qui me permettait de trancher sans forcément aussi mettre mes affects ou autres dans le jeu. Et puis je trouve qu'en fait, il y a une deuxième partie, pour moi, ça a été le live qu'on a fait après avec Basket Catéchisme, où ça a été de défendre ou d'en parler. Et en fait, pour moi, c'est encore une autre difficulté, parce que pour bien rendre compte de ce qu'on a voulu faire, ou on a voulu dire, ou on a voulu mettre en avant ou pas, dans certaines classifications ou autres, ça devient très compliqué, surtout avec le facteur temps, de pouvoir vraiment s'expliquer correctement et réussir à rendre compte de notre façon de penser, quoi. C'est vrai je l'ai pas dit dans les autres DH20 parce que le temps est notre ennemi dans les DH20 effectivement. Moi, je sais, je l'ai fait tout au long de l'année, j'ai 20-25 pages à la fois. Enfin, imaginez, 25 pages, c'est impossible de tout retranscrire, donc effectivement, faut faire des choix. Je vais rester avec toi, N5, parce que j'ai écouté l'épisode de Basket Catéchisme, j'ai fait mes devoirs et j'ai vu que tu avais insisté, ça m'a fait très plaisir au début, sur les critères, comme quoi c'est une des bases, c'est vrai, du DH20, on essaye de mettre en avant l'idée d'avoir des critères fixes pour pas que le classement ressemble à n'importe quoi. Du coup, quels ont été tes critères, toi, de ton côté, pour faire ton classement? Ouais, moi du coup en fait c'est vraiment l'aspect qui m'intéressait le plus, parce que je trouve que justement en fait c'est très intéressant de voir que malgré une base un peu de joueurs communes, le fait qu'on puisse prendre chacun des critères différents puisse donner des différences en fait parfois majeures et du coup qui peuvent un peu être explorées. Donc c'était vraiment moi une des choses que j'attendais le plus à faire dans ce DH20. Moi, j'ai eu... alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais j'ai eu 3 étapes un petit peu. En fait, au départ, j'ai voulu vraiment établir un cadre. Pour moi, en fait, je suis parti du fait que le DH20, c'était aussi un classement annuel. Et en fait, j'avais l'envie de mettre une notion, de garder une notion de momentum et de dynamique dans la performance des joueurs, c'est-à-dire que la saison passée et les playoffs passés vont prendre une importance un petit peu plus particulière pour moi, parce que tout simplement, en fait, voilà, c'est une question de momentum, de dynamique, et donc qui va un petit peu effacer l'aspect expérience de certains joueurs ou l'aspect historique de certains joueurs, mais qui va donner un petit peu plus de dynamique aussi, peut-être de saison en saison, et d'avoir des changements un petit peu plus grands aussi. Donc ça, c'était un peu un souhait de ma part. Et ensuite, par rapport aux blessures, je sais que vous avez un petit peu plus pris en compte chez Dunk Hebdo l'aspect blessure cette année. Moi, j'aime un petit peu faire l'inverse à cause de la saison Covid et l'aspect bulle, en fait, qui pour moi, les conséquences de la bulle étaient encore malheureusement présentes sur cette saison-là, puisqu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de repos. Moi, je suis supporter des Nuggets, alors je sais de quoi je parle avec Jamal Murray, malheureusement. Et enfin, voilà, ça c'était un petit peu mon cadre, c'était un petit peu mes 2 règles que je voulais qui allaient revenir. Donc du coup, en fait, les blessures, je les ai moins prises en compte. Et il y a cet aspect momentum qui va revenir. Et enfin, j'ai fait une notation un petit peu comme toi. Je me suis vraiment rapproché de ta méthode, Ben, avec une notation offensive, une notation défensive, qui ensuite me permettait de créer une échelle. Et c'est là où je vois que, tu vois, j'ai mon inexpérience aussi à jouer par rapport à toi. C'est que à l'explication de cette échelle-là, j'ai parlé de numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus lisible avec ce que tu disais, avec des lettres A, B, C, D, E. Et en fait, moi, dans mes lettres, A et B, en fait, correspondent à un positif. Donc, tu marques des points. Enfin, le joueur qui est A ou B va marquer des points. C est neutre et D et E sont moindres. Donc, c'est-à-dire c'est des joueurs qui vont potentiellement coûter à leur équipe sur le plan défensif, sur le plan offensif. Et donc, en fait, ça va créer une notation qui va ensuite me permettre de classifier et ça m'a donné 3 tiers. Voilà.
Et une fois ces 3 tiers faits, là, la discrimination dans les tiers rentre en jeu, c'est-à-dire qu'une fois les tiers faits, j'ai jamais bougé de joueur d'un tiers à un autre. Pour moi, c'était pas possible, c'est que les tiers sont immuables. Et c'est dans les tiers ensuite qu'il peut y avoir des discriminations entre les joueurs. Et là, j'ai 3 gros bonus-malus. Il y a le biais de récence, du coup, le momentum, en fait, la performance de la saison passée. Un joueur comme Jokic, qui a fait une énorme saison MVP, a un bonus de prime abord par rapport à certains autres, par rapport à un Butler, pour ne parler que de lui, qui, dans ses playoffs passés, a été mis en difficulté grandement et donc avait un malus en termes de récence, on va dire. Et enfin, j'ai 2 bonus héliocentrisme, donc des joueurs qui vont élever le plancher de leur équipe en organisant le système offensif à eux seuls et qui vont en fait tout gérer autour d'eux. Et le bonus fric, qui est la capacité physique qui permet de vraiment couvrir le terrain défensivement. Il y a peu de joueurs comme ça, mais qui vont vraiment avoir une plus-value défensive notifiable. Voilà. Et ensuite, en fait, si vraiment tout ça ne réussit pas à discriminer les joueurs, là, je rentre dans des choses vraiment à la marge, blessures, l'attitude du joueur, la rareté du profil, le talent, ou des choses un peu plus intangibles, pour justement essayer de minimiser le plus possible ce genre d'impact que je trouve très biaisé naturellement en fait de base. Voilà, j'étais très long, désolé, mais j'ai essayé d'être très complet. Vous avez la liberté, les gars, et j'adore, c'est carré, c'est ce que, ça, je raffole, ça, je raffole. Du coup, Alingua, t'as fait comment pour classer? Et puis aussi, tu peux peut-être parler des autres membres de l'équipe Inside the Hoop. Comment tu as abordé les critères pour ce classement? C'est marrant parce que je suis le seul prof, je suis le seul qui a pas mis des notes, donc c'est assez intéressant. Moi j'ai fonctionné un peu dans la même idée que vous, sauf que j'ai pas mis ça via des notes, j'ai juste créé tout de suite mes tiers. Est-ce que le joueur est capable à lui tout seul d'emmener une équipe en finale NBA ou ça comme a pu le faire LeBron, etc. Puis un peu qui est le joueur qui peut être premier option offensif ou qui n'est absolument pas capable de l'être et qui du coup est forcément potentiellement une deuxième option. Et donc j'ai créé mes tiers comme ça, et à l'intérieur des tiers j'ai pu faire des tiers 2,5, tiers 2,8, etc. pour un peu ranger ces joueurs-là du moins fort au plus fort entre guillemets. Après en termes de critères, moi pour commencer je vais parler de mon cas personnel. Je juge beaucoup forcément sur l'impact que le joueur il a sur son équipe. Le collectif, moi je le prends en compte, mais faut pas oublier les conditions dans lesquelles l'équipe est. Je prends toujours par exemple les Pélicans, ils avaient quand même un coaching staff assez limité, l'équipe est construite un peu bizarrement, donc forcément c'est beaucoup plus difficile d'impacter sur l'équipe, contrairement à quand ton équipe est complètement construite autour de toi pour parfaire ton jeu de la meilleure manière. Et puis après, moi en tant que fan, je peux pas mettre de côté le hors parquet. Comment tu es en tant que joueur, parce que je considère que ce sont des professionnels et que ça peut être une variable qui, quand 2 joueurs sont dans le même tiers et à égalité, peut te faire passer derrière l'autre, parce que tu as aussi un rôle médiatique qui passe après le sportif évidemment, mais qui pour moi est important. Et puis la polyvalence, que ce soit d'un côté du terrain ou des 2 côtés du terrain, parce que évidemment les joueurs qui sont à un point faible pour leur équipe dans un certain domaine seront pénalisés dans mon classement. Vous avez notamment parlé de Curry. Moi, j'ai souvenir forcément des finales 2016 où il était ciblé par les Cavs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est forcément négatif pour ton équipe, donc qui peut jouer quand on hésite entre 2 joueurs. Et puis voilà. Et puis j'ai un petit bonus à chaque fois pour le niveau, comme aime bien me dire l'écho des parquets, le niveau plancher, le niveau plafond. Si tu as un joueur qui a un niveau plafond très très haut avec un niveau plancher très haut aussi, ben forcément tu seras mieux qu'un joueur qui perd en régularité, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. J'ai pas forcément mis de priorité dans mes différents critères, mais voilà pour mon cas personnel. Et puis pour l'équipe, après c'est aussi un peu subjectif. Je sais que notamment Julien, dont on parlera après, a énormément basé son classement sur les récentes performances des joueurs. Donc on oublie un peu ce qui a pu se passer il y a 2-3 ans. C'est vraiment qu'est-ce que les joueurs ont fait l'année dernière, où est-ce qu'ils ont ramené leur équipe et quelles ont été leur régularité dans les très hautes performances. Surtout ça, il l'a mis beaucoup en avant. Si tu es capable de faire des très grosses performances comme KD a pu le faire par exemple au Game 7, tu seras beaucoup plus haut qu'un mec qui alterne entre 12 points et 24 points en fonction des soirs. Ça me fait penser à quelqu'un, et c'était pas mon conducteur, mais je le garde pour tout à l'heure.
Chez nous, vous savez, on est obsédé par un mot, les playoffs. Et j'ai remarqué, je l'ai pas vraiment entendu dans dans vos deux interventions, quel poids vous donnez aux playoffs dans cela, parce qu'on sait que nous, en gros, on le dit pas vraiment, mais c'est du 2 tiers, 1 tiers, voire du 70-30 en faveur des playoffs. Pour vous, N5, j'ai de ton côté, tiens, comment tu fais peser le playoff vis-à-vis de la saison régulière? Ouais, moi c'est un petit peu comme vous, c'est vraiment très prédominant en fait l'aspect playoff parce que en fait tout simplement si on regarde de manière en termes de résultats, en fait il n'y a pas un joueur dans mon DH20 qui n'a pas été en playoff et qui régulièrement n'a pas été en playoff ou en tout cas même ses derniers playoffs surtout. Et en fait c'est quelque chose qui a pesé énormément dans la balance pour des joueurs qui sont peut-être à la marge mais qui n'ont jamais été. Je pense par exemple avec Zach LaVine, tu vois, Zach LaVine qui pour moi en fait était potentiellement intéressant. J'étais un peu du team Adrien pour le coup, même si lui il est vraiment des Bulls, donc du coup c'est plus c'est plus explicite, mais qu'il l'avait mis à sa 20e place il me semble, où je trouve qu'il avait fait vraiment une saison intéressante. Mais pour moi en fait j'ai besoin d'occurrence de playoff pour voir à quel point ça peut être réplicable en playoff et sur la grande scène, parce que à la fin pour moi on juge la capacité des joueurs à amener potentiellement une équipe au titre ou à être une option vraiment positive dans la conquête du titre, et ça passe forcément par les playoffs, et donc du coup j'ai besoin d'occurrence de playoffs le plus possible pour pouvoir en fait notifier si c'est viable ou non, et donc des joueurs qui n'ont pas encore été en playoff subissent un petit peu ce biais-là très clairement. Je bois ces paroles. Est-ce que t'es d'accord, Alingua, avec cette idée de l'importance des playoffs, et aussi c'est là où c'est une des limites du DH20 dont on a déjà parlé, c'est un classement qui se veut sur le moment, mais être souvent en playoff pèse aussi. Ouais, alors je suis d'accord. Après moi je considère moins le stage des playoffs jusqu'où tu es capable d'aller. Par exemple, un mec qui va aller en finale, je le considérerais pas forcément au-dessus d'un mec qui a été éliminé au premier tour parce qu'il est allé en finale. Ça, je considère que c'est beaucoup plus un biais collectif qu'un biais individuel. Donc dans un classement individuel, je le prendrais un petit peu moins en compte. Voilà, ça peut être par exemple les playoffs que Tatum il a pu faire, que peu importe les années. Ça montre à quel point il est fort individuellement, mais que Boston était peut-être moins forte que l'équipe qu'il a affrontée. Et donc là, je me base plus sur des performances individuelles et sur l'impact que tu peux avoir pour amener ton équipe le plus haut possible. Mais voilà, par exemple, Bradley Beal, il a beau faire ce qu'il veut, il n'avait pas du tout l'équipe pour aller en finale de conférence. Est-ce que c'est pour ça que je vais le punir par rapport à je sais pas, un Damian Lillard, par exemple, ou des choses comme ça? Bah, pas forcément. Ça prend, pour moi, c'est plus que l'individuel à partir de ce moment-là. Très bien. Eh bien, du coup, on a préparé le terrain. On peut donc commencer. Et un peu comme avec le DH20, l'autre DH20, ou en tout cas celui de l'équipe dont on a beaucoup parlé pendant les deux parties précédentes, on va commencer par les absents. Alors, avant de parler du grand absent, je voulais retourner vers toi, Lingua, pour parler d'un joueur. On a parlé beaucoup de playoffs, de longs runs en playoffs. Parlons un peu de Chris Middleton, parce qu'il est cité chez Inside Hoop. Alors, il n'arrive pas au classement final, mais il est cité par 2 de vos membres sur 5. Nous, j'avoue que je crois pas qu'on ait mentionné son nom. Non, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que j'étais curieux par rapport aux autres. Du coup, explique-nous peut-être, alors, le ressenti peut-être de tes camarades, mais aussi ta réflexion vis-à-vis de Middleton. Ouais, alors chez nous, je crois qu'il a craqué la 19e place, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ouais, c'est 19e. Ouais. Parce qu'on a dans l'équipe, il y en a 2 qui l'ont mis dans leur classement du top 20. Max l'a mis très haut, parce que lui, il prend bien en compte justement ses runs de playoff, etc. Et vu que Milwaukee est allé très loin, il a mis les trois premières options de Milwaukee dans son classement. Moi, Middleton, je me pose la question sur quel est son vrai niveau, parce que je trouve qu'il est très difficile à juger. Quand je le vois jouer, c'est impossible qu'il soit une première option d'une équipe qui va loin, mais en même temps, il est tellement fort en deuxième option que c'est compliqué d'identifier réellement quel est l'impact du fait qu'il soit dans le collectif de Milwaukee, quel est son vrai niveau individuel, parce que je me pose la question sur quel est le vrai point faible de Chris Middleton, et on va dire que la création peut l'être, mais en dehors de ça, il est quand même très polyvalent. Offensivement, il peut atteindre des niveaux d'efficacité et de scoring très importants. Un défenseur... Voilà, on en parle peu, je trouve, par rapport au niveau qu'il peut avoir défensivement, et il est juste caché par le fait qu'il joue avec Giannis, quoi. Mais ouais, moi je l'avais longtemps dans mon top 20 aussi, avant de faire un peu Mo-Homer et de rentrer Bam Adebayo dedans. Mais ouais, j'ai du mal à situer comment les gens peuvent
est-ce qu'il est vraiment au port du top 20? Est-ce qu'il est peut-être à la 30e place, etc. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, pour avoir un peu votre avis, si vous l'aviez au niveau du DH20 à Dunkemdo ou N5 de son côté. Eh ben N5, je te laisse, c'est l'épisode des invités, je te laisse enchaîner sur Chris Middleton. Je vous donnerai ce qui est, je pense, le sentiment de l'équipe après. Alors ensuite, ils vont pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Je sais que moi, quand on a fait le DH20 en live avec Hugo, lui avait moins préparé et voulait. C'était intéressant parce que moi, j'avais énormément préparé l'émission et lui était plus en freestyle, et c'était un des noms qui était venu en fin de tableau à la 20e place, il me semble, au tout début. Et finalement, après, il a changé, etc. Après coup. Mais comme quoi, ça a pu lui venir en tête. Moi, ce que je lui avais répondu à ce moment-là, c'était que une des caractéristiques pour moi, en fait, de tous les membres pratiquement du DH20, peut-être une exception près, c'était l'aspect régularité en réalité dans les performances, et de pouvoir compter en fait sur quelque chose de très régulier. C'est aussi ça aussi qui fait que ce sont des monstres, hein. C'est vraiment les 20 meilleurs joueurs, c'est pas pour rien. Et je trouve que voilà, pour moi l'immense point faible de Chris Middleton, c'est cette irrégularité là. Et je crois même que c'est vous chez Dunkemdo qui parlez du Middleton effect, avec cette boucle en permanence entre voilà, ça devient un joueur incroyablement fort, et puis finalement il rate après la confirmation, après il redevient sous-estimé et il refait des performances incroyables, mais c'est un petit peu un cycle infernal comme ça. Et c'est un petit peu aussi ce qui va pouvoir faire, enfin l'irrégularité en tout cas est vraiment un défaut qui peut mettre des joueurs en dehors de ce DH20. Moi c'est pour ça que j'ai sorti de mon classement. Pardon, vas-y. Je pense... Oh, il n'y a pas de pardon chez nous. Je pense que Middleton, je suis totalement d'accord, c'est limite un critère implicite qu'on ne dit pas parce qu'il va tellement de soi, je pense, pour nous. Mais la régularité, c'est vrai qu'on parle souvent de la Chris Middleton experience, où Middleton sur ses playoffs, il a 9 matchs en dessous de 20 points, il en a joué 23. Alors certes, les points sont pas la stat la plus intéressante, mais je trouve qu'il a trop d'inconstance dans ses meilleurs jours. C'est un joueur du DH20 assurément, mais quand tu passes de 15 à 40, il y a trop de monde au portillon pour pas rentrer, je pense. Pour rentrer justement. Par contre, alors, là, on attaque vraiment le sujet incroyable, parce que je parle souvent de Stephen Curry. À chaque fois qu'on a Stephen Curry dans le DH20, les gens vont nous dire pourquoi vous l'avez là, il est trop, etc. Puis il y a un ancien compère de bataille à l'Ouest, Russell Westbrook. Alors à chaque fois qu'on sort un DH20, on a le point Westbrook, où l'armée de fans de Russell Westbrook vient nous voir et nous dit « Non mais comment vous n'avez pas Russell Westbrook? C'est un scandale. Comment peut-on faire un classement sur Russell Westbrook ?» Visiblement, chez Inside 2, vous êtes d'accord, à Lingua, parce que vous l'avez tous dans votre classement. Alors là, j'ai pas vraiment de questions. Pourquoi vous jugez que on doit faire un DH20 avec Russell Westbrook? Chez nous, il est partout entre 16 et 18. Pour moi, en tout cas, alors là, j'ose parler en nom de mes compères, mais pour moi, c'est parce qu'individuellement, c'est un mec qui est beaucoup trop fort. Son défaut, c'est peut-être de jouer qu'à une seule vitesse, qui sait pas ralentir un petit peu, et du coup, il a beaucoup de déchets dans tout ce qu'il fait, et qu'il impacte peut-être moins son équipe que peuvent le faire d'autres joueurs qui sont dans le top 10, parce que si c'était un vrai joueur qui peut amener son équipe et l'impacter de manière très positive, peut-être qu'il serait dans le top 10, tout simplement. Mais individuellement, je peux pas le sortir du top 20 parce qu'il est beaucoup trop fort. Pour moi, c'est un joueur qui, on le verra peut-être cette année aux Lakers, je lui souhaite, qui amène le plancher de ton équipe vraiment très haut. Et peu importe ce que tu as autour de lui, j'ai du mal à voir et à miser contre une équipe de Russell Westbrook pour en playoff. Donc on l'a vu à Washington, il a mis du temps à se mettre en route, mais une fois qu'il était mis en route, même si Bradley Beal n'était pas là, il emmenait l'équipe avec lui. Et il avait un niveau plancher qui était très fort. Donc à partir de là, son niveau individuel, peut-être que sa défense me manque aussi un peu, mais son niveau offensif en tout cas, voilà. En fait, j'ai du mal à le sortir du 20 quand je compare avec d'autres joueurs. Par exemple, j'ai n'importe quoi, mais je le mets face à Chris Paul. Je vois pas en quoi Chris Paul peut individuellement être bien meilleur que Russell Westbrook aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un peu la place que peut occuper le joueur au sein d'une équipe, et c'est pas de la diffusion, mais c'est plutôt de l'influence et capacité à mener les joueurs. Ce qui est en cela où... Ouais, vas-y. Non, pour le coup, le niveau plancher joue beaucoup, parce que c'est vrai que le niveau plafond peut être beaucoup plus débattable. Et ça peut être si on considère ça, du coup, ça peut être beaucoup plus négatif pour lui dans son classement. Mais si j'ai du mal à le mettre rebondir là-dessus.
En fait, moi, l'impression avec moi, je l'ai pas dans mon DH20, ni Hugo non plus ne l'avait pas mis dans ses 20. J'ai l'impression que Westbrook, il élève autant le plancher de ton équipe potentiellement qu'il ne fait baisser ton plafond au même moment, en fait. Et il y a un effet un petit peu de double, voilà, ce double effet-là, en fait, qui moi, en fait, m'a empêché de lui mettre des grosses notes offensivement. Je l'ai plutôt mis dans un milieu de notation offensive, donc positive. Et donc, du coup, qui ne compense pas, en fait, pour moi aussi, le problème qu'il est en défense. C'est-à-dire que, étant donné, en fait, la charge offensive qu'il a, etc., il s'oublie beaucoup en défense, il s'économise beaucoup en défense, ou alors il joue l'interception de manière extrêmement agressive. Ça coûte en fait défensivement à son équipe assez régulièrement. Là, je suis assez curieux de voir dans un système des Lakers qu'est-ce qui va en être de son usage offensif pour voir si ça va être une variable d'ajustement potentiellement sur ses efforts défensifs. Je sais que chez nous, on est très partagé là-dedans puisqu'on a deux Lakers fans qui sont l'un très optimiste, l'autre moins sur le cas Westbrook. Mais c'est pour moi en fait ce problème-là, et c'est ça pour moi qui le met hors du top 20, en plus de son problème défensif qui moi le fait sortir de par juste la notation. En réalité ça le met dans le 4e tiers qui est vraiment des places 25 à 30 ou même plus. Mais sinon, c'est vraiment l'aspect où, même offensivement, je trouve que effectivement, dans un cadre où il faut lever le plancher de ton équipe, ça peut être intéressant. Pour autant, ça limite vraiment le plafond de l'équipe potentielle parce qu'il prend la balle dans des moments où il va faire des mauvais choix, parce que son shoot n'est pas assez fiable, parce qu'il a des limitations en fait qui font que ça se fait potentiellement au détriment de ton équipe dans des moments importants, et ça c'est compliqué pour moi pour vraiment lui donner plus de notes offensives, enfin une meilleure note offensive en tout cas. Ça pour le coup ce sera fascinant à voir aux Lakers comme tu l'as dit cette année, à côté de LeBron qui est pas du tout dans ce style-là de gâcher entre guillemets des possessions parce que il veut un peu foncer dans le tas. Il est plus intelligent que ça, il faudra voir quelle place arrive à récupérer Westbrook à côté de cet usage important de LeBron qui ils vont devoir trouver un équilibre, mais ouais, comme je le disais, pour moi, les Lakers, ils l'ont récupéré pour éviter justement de diminuer ce plancher en cas de grosse blessure, soit de LeBron, soit de Davis, soit des deux. Parce que on l'a vu, là, ils ont dégringolé cette année dans le classement après les blessures, et pour moi, ils veulent absolument éviter ça et devoir affronter au premier tour un très gros comme ça a été le cas cette année, tout simplement. Mais ce sera fascinant à voir, en tout cas, s'il arrive à s'adapter et à faire des efforts, notamment parce qu'il aura moins la balle, je pense, et donc peut-être mettre plus d'énergie justement du côté défensif du terrain, parce que en tout cas il a tous les atouts pour physique en tout cas pour être plus performant que ce qu'il montre depuis des années. C'est vrai que si je parle au nom de l'équipe, je sais que Ilias a mentionné qu'il a hypothétiquement pensé à Westbrook, mais effectivement on l'a pas mentionné. Je pense personnellement, mais je pense que certains vont être d'accord avec moi, quand tu arrives à 15, aux alentours de la 15e place, il y a aussi une notion qui rentre chez nous qui devient très importante, c'est la notion d'être aussi potentiellement une deuxième option. Et Westbrook, comme vous l'avez dit, il y a très peu de joueurs que j'ai plus de mal à imaginer qu'en deuxième option, il est dans le top 5 des joueurs qui touchent le plus la gonfle en NBA en saison régulière la saison dernière. Tous les autres sont dans le DH20, et les autres, quand je cite les noms, Doncic, Trae Young, James Harden, Luka, Damian Lillard, diffusent beaucoup plus que Westbrook en fait. Donc et puis sans parler du shoot qui pose vraiment problème quand tu veux être une deuxième option. Donc c'est un peu tout ça tous ces éléments-là qui font qu'on considère pas Westbrook. Je suis totalement d'accord avec vous. Si on voit qu'il arrive parfaitement à s'ajuster à côté de Anthony Davis et de LeBron James, peut-être il se glissera, parce que si on parle un peu qui est un petit peu moins rationnel, mais un peu cette envie, cette niaque, c'est vrai que Westbrook là est dans tous les DH20 du monde. Mais peut-être sur le basket, c'est un peu plus dur. Mais vu le joueur qu'il a pu être, notamment ces années MVP, triple-double et tout ça, déjà le voir dans ce dernier tiers du top 20 chez nous, c'est-à-dire 16 à 22, 23, c'est déjà décevant par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Et donc c'est assez frustrant quand tu penses aux outils qu'il peut avoir en tant que joueur de basket. C'est là où le DH20 a un côté, on y reviendra quand on parlera du podium, il faut parfois tuer le roi, quoi. Il faut apprendre à
déclasser des joueurs et parfois ça peut être un petit peu dur parce qu'effectivement il y a le souvenir, il y a plein de paramètres qui sont différents par rapport à certains jeunes. Je vais aller de ton côté N5 pour continuer avec les absents du classement global ultime du DH20 quand on regroupe tout le monde, et on va parler de Adebayo et Gobert. On l'avait aussi fait de notre côté, du côté de Dunk Hebdo. Il y avait Tom qui défendait Gobert, moi Adebayo, mais c'est plutôt pour revenir un peu sur... Je vais faire un parallèle avec les critères que tu as mentionnés au début. Du coup, est-ce que tes critères, ils t'amènent à plus donner d'importance à la défense parce qu'on est devant des joueurs que tu as dans ton DH20, du coup, les deux? Ouais, c'est en fait, comme j'ai dit, j'ai vraiment voulu avoir la notation offensive et la notation défensive parce que pour moi, c'est vrai que et vous le rappeliez même d'ailleurs dans les 2 derniers épisodes du DH20, on a tendance, je pense, quand on parle de talent ou ce genre de choses, de très vite en fait penser à l'aspect offensif du côté du terrain et je pense que un petit peu à tort, on oublie parce que aussi c'est difficilement quantifiable. Les stats défensifs sont rares et difficiles à comprendre, difficiles à contextualiser. Donc c'est particulier. Il y a aussi des choses comme voilà, il y a beaucoup de hustle parfois qui donnent l'impression d'une défense correcte ou autre et qui le sont moins que ce qu'on peut penser. Je pense notamment à Patrick Beverley, notre bon ami, qui s'est fait assez détruire par rapport à ça récemment. Donc tu es en train de dire que James Harden, qui est un très bon intercepteur, n'est pas un bon défenseur. Ça, Après, c'est intéressant parce que je trouve que du coup, tu vois, c'est quand on sectorise la défense d'Harden, il y a des choses intéressantes, notamment à sa force au poste qui peut l'amener à... Mais bon, bref, on va pas rentrer dans un autre débat Harden. Mais, et donc, oui, moi, par rapport à vous, par exemple, la team de Kemdo, et même par rapport à toi, Ben, qui a une notation un petit peu similaire à la mienne, en fait, le truc vraiment différent, c'est que je n'ai pas pondéré la défense par rapport à l'attaque. Alors même si j'entends tout à fait vos arguments en faveur d'une attaque un petit peu mieux prise en compte, ou en tout cas qui ferait du 60-40, du 70-30 par rapport à la défense, j'entends tout à fait dans le sens où, oui, effectivement, une meilleure attaque prendra toujours le pas sur une meilleure défense, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un avantage au scoreur, surtout en plus avec les règles actuelles. Et puis même en termes de talent, c'est souvent comme ça. Un KD, par exemple, il est inarrêtable, tout simplement offensivement, on peut que le freiner, parce qu'il a une arme et une panoplie de toute façon qui lui permettent de tout faire et de s'adapter à chaque fois à n'importe quel type de défense. Mais je ne voulais pas le pondérer. Aussi parce que je trouve que c'est un caractère rare dans l'NBA, c'est-à-dire que les joueurs défensifs, ou en tout cas qui te permettent d'élever ton plafond défensivement, sont plus rares. Et le fait d'avoir par exemple une superstar à laquelle tu dois t'adapter défensivement ou à laquelle tu dois apporter des pièces défensives particulières, etc. C'est un casse-tête que ont toutes les équipes, mais qui du coup donne un vrai avantage à celles qui n'ont pas à faire avec ça ou qui ont moins à faire de ce côté-là en termes de construction d'équipe. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais pas en fait pondérer négativement la défense par rapport à l'offense. Et je trouve que c'est des profils en fait qui ont aussi vraiment un intérêt supplémentaire et une valeur supplémentaire de par leur rareté. Et voilà la construction d'équipe qu'elles permettent différemment des constructions d'équipe qu'on voit très souvent. Et donc voilà, du coup, Adebayo et Gobert, forcément, dans deux styles différents, ont des avantages de ce côté-là du terrain, et donc du coup, ont un peu fait le cut pour différentes manières. Après, je sais pas si tu veux que j'élabore plus, parce que j'en avais déjà parlé, mais... Je vais te demander d'élaborer, mais je vais revenir vers Alingua juste pour demander cette notion aussi de défense. Parce que ça, on le met sous le tapis très vite parce que chez nous, on est tous d'accord, plus ou moins, pour dire qu'il y a l'avantage de l'attaque par rapport à la défense. Comment vous l'avez un petit peu de votre côté appréhendé ça? Parce qu'en fait, ça s'entend, il y a beaucoup... Pour être honnête, on a la même réflexion, N5. Moi, c'est juste que je vais le faire jouer comme un tiebreaker entre deux joueurs qui sont très proches, ou en me disant, bon bah oui... j'ai pas besoin d'adapter ma défense, tu passes devant. Mais du coup, comment on l'a fait chez Inside 2? Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire à l'instant. Pour nous aussi, l'attaque, elle est un peu devant la défense. Mais comme tu l'as dit, c'est un tiebreaker. Pour moi, c'est même plus un bonus, en fait. Si t'es très bon en défense, en plus d'être bon en attaque, c'est une polyvalence, ce côté, deux côtés du terrain, qui fait que, voilà, on en parle notamment avec Giannis ou avec Kedi. Ce sont deux monstres et à aucun moment, c'est des points faibles pour leur équipe, comme l'est par exemple Adebayo, qui n'est pas du tout un point faible non plus pour Miami, au contraire. Donc moi, c'est vraiment le facteur positif qui fait basculer un joueur devant les autres.
ce côté défensif, parce que du coup, j'aurais du mal à mettre quelqu'un qui est très très fort en défense, mais très mauvais en attaque dans mon DH20, parce que c'est un peu des phrases bateau, mais finalement, le but, c'est aussi de mettre un panier, quoi. Donc, c'est pour ça que Gobert, pour nous, il était dans notre liste, en tout cas, de joueurs potentiellement classés dans le top 20, mais personne ne l'a mis dedans. Moi, Adebayo, je l'ai mis dedans. Aucun de l'équipe Inside the Hoop n'a fait comme moi. Mais ouais, c'est un peu moindre, j'ai envie de dire, même si évidemment c'est quelque chose à prendre en compte. Du coup, je reviens vers toi, du coup N5 pour Adebayo, Gobert, et aussi pour la question de est-ce qu'il n'y a pas un moment où on n'est pas assez bon en attaque. Je vais expliquer mon raisonnement sur Gobert. Moi, j'ai un gros problème avec Gobert, c'est que quand je fais mon classement des options offensives, je considère que 3, c'est le cut. Tu peux pas être en dessous de 3 et prétendre être dans un DH20. Gobert, pour moi, n'est ni 1, ni 2, ni deuxième option. Et troisième, je peux l'entendre sur les écrans, sur la capacité à faire 2-3 passes, mais pour moi, il y est pas. Donc en fait, je me dis, je mets une limite où là où tu as peut-être une limite défensive, moi j'ai une limite offensive, tu peux pas être un des meilleurs joueurs NBA et pas être une top 3 option de ton équipe. Ouais, j'entends tout à fait. D'ailleurs, en fait, moi, je l'ai même pareillement. En fait, je lui ai mis la pire note offensivement. Donc, tu vois, je te rejoins là-dessus. Alors après, on m'a fait entendre, Hugo et des gens en live, notamment Tom d'ailleurs, me disaient que c'était peut-être jugé. Tom, il défend tout le temps Gobert. Il a des intérêts cachés. Bref. Ouais, c'est le grit and grind Memphis. Tu vois, il y a un aspect identitaire. Mais oui, du coup, il me disait, oui, c'est peut-être un petit peu trop sévère. Par rapport à la notation offensive de Gobert. Ce à quoi je les rejoins notamment sur le short roll, l'importance du Rudy Gobert sur le short roll, pardon, je bégaye un petit peu, et la capacité à faire des secondes passes en fait après le pick and roll dans les corners ou sur les shooters. Moi globalement en fait Gobert pour moi je le vois comme une exception. Et en fait j'ai la même exception pour Trae Young. Qui en fait pour moi est son pendant inverse. Et je pense que tu seras d'accord avec moi du coup Ben. Totalement, tellement. Ou voilà, en fait pareil, Trae Young a la meilleure note offensive pour moi et la pire note défensive. Et en fait c'est voilà le miroir Rudy Gobert. En fait pour moi c'est des exceptions dans le sens où Gobert pour moi il est unique en défense, c'est-à-dire que il va impacter offensivement là où dans ta construction d'équipe en réalité, c'est-à-dire que parce que tu as Gobert, il est tellement fort en fait défensivement et il va élever ton plancher de manière tellement forte que tu vas pouvoir en fait titulariser à côté de lui beaucoup plus de non-défenseurs que ce que tu pourrais habituellement dans une course dans les playoffs ou même pour le titre en fait. Et donc du coup tu vas pouvoir mettre des pièces offensives qui seront voilà, beaucoup plus faibles défensivement parce que la simple présence de Gobert en fait te permet ça. Et c'est pour ça qu'en fait je mets pas vraiment de limite sur son cas comme tu peux le faire, parce que je trouve que voilà, dans la construction du roster autour de lui, tu peux vraiment avoir 4 shooters non défenseurs à côté de lui et ça peut passer en fait. Son influence défensive est forte à ce point-là pour moi. Moi, je suis complètement comme vous sur Gobert et sur même Trae Young, que j'ai pas mis dans mon classement. Je crois que c'est Alan qui avait dit chez vous à Dunk Hebdo il y a quelques mois, vous parliez du Utah, et il avait dit que la présence de Gobert défensivement permettait l'attaque de Utah, comme vient de le dire N5, parce que tu sais que tu peux partir rapidement en contre-attaque, que si jamais tu perds la balle sur une erreur bête de passe ou une mauvaise passe au milieu de terrain, Gobert est toujours derrière pour couvrir. Et donc ça, indirectement, la défense de Gobert permet l'attaque de Utah, et donc il est peut-être meilleur offensivement, ou il apporte peut-être plus offensivement que ce qu'on peut penser, mais ça reste quand même encore, comme vous dites, moindre par rapport à ce que d'autres joueurs dans le DH20 peuvent le faire, et même encore plus que les gens considèrent encore beaucoup que sur isolation, Gobert reste un mauvais défenseur, alors que c'est beaucoup moins le cas depuis. Il a énormément travaillé là-dessus depuis 2 ans. Même sur isolation, ça reste un très bon défenseur. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est triple défenseur de l'année. Donc peut-être qu'on le sous-estime un petit peu, mais ouais, un peu comme vous, moi j'ai du mal avec son attaque. Moi, il y a un truc justement sur l'aspect sous-estimé. Moi, ça s'étend en fait surtout à Utah en fait. C'est-à-dire que je voulais aussi remarquer ça, c'est que Utah la saison dernière.
Alors, certes, il y a beaucoup de choses qui jouent en faveur du collectif et autres, mais malgré tout, c'est une équipe qui trust les hauts de classement depuis assez de saisons comme ça. Et en fait, pour moi, c'est Rudy Gobert, en fait, qui est le joueur principal de Utah. Bien sûr, il y a Donovan Mitchell, mais pour moi, Donovan Mitchell élève beaucoup plus le plafond que le plancher de l'équipe. Et en fait, je serais très curieux, et j'avoue un petit peu dubitatif, de voir le Jazz réussir à maintenir ce niveau-là sans Gobert et seulement avec Donovan Mitchell. Je pense que c'est vraiment Rudy Gobert qui fait ce plancher-là, et Utah a vraiment du succès. Alors bien sûr qu'ils ont des problèmes en post-saison, et c'est difficile il y a certaines limitations qui sont difficiles à contourner ou à imaginer les voir contourner pour aller peut-être plus loin sur le titre. Mais en fait, du coup, ça me permet de dire aussi que c'est largement suffisant du coup pour Gobert d'aller dans ce DH20, surtout qu'il n'est pas dans le premier ou le second tiers qui là parle vraiment plus du titre. Là, on est dans un truc de seconde option, troisième option pour le titre, vraiment très viable, plus seconde option d'ailleurs. Et pour moi, Gobert, c'est largement viable à ce niveau-là. En fait. C'est une question de vocabulaire parce que Gobert est pas, comme on l'a dit, première option offensive, pas deuxième, peut-être même pas troisième en fait, en fonction de comment tu considères notamment Ingles ou Bogdanovic. Mais est-ce que c'est pas le joueur le plus valuable de Utah ? Pour moi, probablement. Donc, où est-ce que tu situes ce côté-là dans ton classement et dans tes critères ? Et comme tu l'as dit, N5, moi j'étais surpris de voir à quel point on ne parlait pas du tout de la saison de Utah. Il termine quand même devant assez largement, enfin pas largement en termes de victoire, mais en termes d'impact et de victoire de net rating, pardon, contre les équipes. Finalement, moi j'ai un peu étudié le truc pour faire un podcast avec Inside the Hoop, mais ils sont dans les 20 meilleures saisons régulières d'équipes de l'histoire. Ils sont au niveau en termes de rating des Bulls de Jordan, du Jazz de Malone et tout ça, et personne n'en a parlé. Alors évidemment, les playoffs jouent, l'élimination, tout ça, mais tu te dis que le collectif est quand même assez fort, et quel est l'impact de Gobert là-dessus ? Je pense que Gobert, il paye grandement les performances, les souvenirs de perf en playoff où il y a eu beaucoup, on a beaucoup parlé du fait qu'il se fait sortir du terrain, etc. Donc je pense qu'il paye beaucoup ça. Mais quand on regarde un peu, j'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant, le DH20 des auditeurs, Gobert est 22e. Il est 22e, donc on voit il y a quand même cette idée de donner un peu de crédit à Gobert. Westbrook est d'ailleurs, on en a parlé, 21e. À noter, ils sont 21e et 22e, mais il y a un trou assez énorme entre les 20 premiers et le reste. C'est-à-dire que le 20e du DH20 des auditeurs, Donovan Mitchell, est présent dans 77% des bulletins de vote. Westbrook, 21e, est présent que dans 34% des bulletins de vote. Enfin, il y a vraiment, clairement, les gens ont mis 20 personnes au-dessus du reste, ce qui nous a vraiment surpris. Enfin bref, du coup, Adebayo, on en a déjà un peu parlé. Je suis obligé, j'ai un fan du 8, quelqu'un qui m'a mis Adebayo. Adebayo, est-ce que c'est pas aussi l'idée, j'avais noté que tous les joueurs du Heat et tous les joueurs des Lakers perdaient des places entre l'édition de l'année dernière et cette année. Est-ce que c'est pas aussi... là, ils payent les résultats collectifs, tout simplement. Non, mais c'est clair. Mais de toute façon, on en parlera peut-être pour Jimmy Butler après. Miami, c'est difficile de juger vraiment la saison de Miami quand tu es pas, comme moi je peux l'être, fan et de regarder tous les matchs et de le suivre via un compte aussi Twitter et un site. C'est hyper difficile parce que on a vraiment une saison cataclysmique en termes de conditions de jeu. Comme les Lakers, on a eu que 70 jours de repos entre les deux saisons, ça se ressent tout de suite. Les entraînements étaient difficiles, les jambes étaient lourdes, on a eu des blessés Covid, Goran Dragic, il a jamais retrouvé son rythme qu'il a pu avoir dans la bulle. Kendrick Nunn, il a pas retrouvé, après, parce qu'il a eu le Covid, il a pas retrouvé sa respiration pour jouer correctement. On a eu plein de blessures, on a eu, 25 ou 30 starting five différents. Ça a été cataclysmique tout au long de la saison. Et pourtant, au milieu de tout ça, Adebayo a fait une saison de défenseur de l'année. Il est top 3e ou 4e, je crois, au vote. Mais pour moi, en tout cas, c'est le meilleur défenseur du monde avec Giannis. Le pire, c'est qu'offensivement, il a un vrai impact sur le jeu de l'équipe. C'est un peu comme on aime les appeler point center. Et donc, quand on fait l'addition de ce qu'il apporte défensivement et de ce qu'il apporte offensivement, pour moi, c'est un des 20 meilleurs joueurs du monde. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu as développé, toi, il y a 2 semaines, dans ton DH20. Donc, j'étais content que quelqu'un puisse en parler chez Dunk Hebdo. J'étais content aussi. J'adore du coup, N5, ton côté, il y a Hugo qui nous a mis il nous l'a mis 12e, c'est ça, ou 13e? Ouais, 13e. Du coup,
Vous avez tous les deux Bam. Qu'est-ce que tu as à dire sur Bam, tout simplement? En fait, c'est intéressant entre nous deux, entre Hugo et moi, parce qu'en fait, c'est le même point d'achoppement en fait, qui fait que moi, je l'ai mis 20e et j'ai failli le sortir. Et lui, il l'a mis par contre 13e, sauf que c'est vu différemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt sa production offensive. En fait, on est d'accord sur ses qualités défensives et le fait que ce soit un potentiel défenseur de l'année. Donc, ça le met forcément déjà dans cette discussion. Ensuite, pour moi, en fait, j'avais moi, il était en ballottage à la 20e place. Ce qui m'a fait en fait que je l'ai mis à la 20e, contrairement à d'autres, contrairement peut-être à des Kyrie Irving, Bradley Beal, Jamal Murray, ce genre de joueurs, c'est son profil. Et le bonus fric dont je parlais, qui était discriminant dans ma... qui je vais avoir la liste à la fin des mecs qui ont eu le bonus fric. Oui, je suis vraiment très... Je l'ai fait. Il y en a pas beaucoup, il y en a 5, mais bien sûr. Il y a John Wall, mais c'est pas le même fric. Voilà, mais ça c'est hors classement. Oui, non. Du coup, en fait, c'est son profil et l'aspect fric et son profil vraiment de point center et de pièces défensives intéressantes. J'aimais beaucoup la réflexion que tu faisais, Ben, dans le DH20, en parlant de... je sais plus si c'était toi ou... Alors, je sais plus, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être Tom, qui parlait de l'aspect un petit peu mélange Jokic, Anthony Davis dans les styles. Il y a Davis, il y a Jokic, c'est Tom. mais moi, en fait, ce qui me faisait un peu hésiter par rapport à Bam, je pense que c'est, je me dis que c'est peut-être une année trop tôt, notamment dans son développement offensif, où en fait j'aimerais qu'il puisse prendre un petit peu plus de lead offensif, qu'il soit un petit peu plus agressif et notamment qu'il puisse avoir une gâchette un petit peu plus facile à mi-distance. Je pense que de toute façon c'est le travail qui est un peu mis en avant au hit et sa progression naturelle en fait de ce côté-là du terrain. Je trouve qu'il n'y est pas encore en fait, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il avait déjà évolué en fait à ce niveau-là, notamment dans la bulle, etc. On a vraiment vu des passages où il arrivait à avoir des bonnes stats au shoot à mi-distance et qu'il en prenait un certain volume. C'était encore erratique un petit peu cette saison et en play-off notamment. Je trouve que ça a beaucoup manqué dans la série face aux Bucks notamment. Et donc c'est ça qui me faisait un petit peu le mettre un petit peu entre 20 et 22 ou des places un petit peu autres. Finalement, je l'ai mis en 20 pour ces autres raisons et pour le bonus fric. Mais Hugo, lui, justement, était dans cette projection de la saison à venir et c'est pour ça qu'il l'a mis aussi haut, 13e, en disant il va réussir à développer ce mid-range-là, il va réussir à prendre plus de volume offensif et du coup, d'un coup, il va passer à des moyennes de plus de 20, 10 et 5 et vraiment avoir un impact en plus défensivement et ça va clairement le faire exploser son plafond et c'est pour ça qu'il le mettait si haut et donc je pense que c'est intéressant parce qu'en fait du même petit point en fait offensif dont on parlait tous les deux, on a deux façons de le voir et de l'appréhender différemment dans ce classement. C'est le problème de ces équipes qui ont une intersaison 2020, 2021, 2021, 2022 très courte. C'est que nous on en parle souvent sur Miami de France parce que c'est le même cas pour Tyler Hero finalement. C'est une intersaison tellement courte que tu peux pas travailler sur ton jeu et sur ton rôle, surtout en tant que joueur dans l'équipe. Et c'est pour ça que finalement, quand tu étudies un peu certains joueurs, pas forcément que de Miami, mais ça peut être chez les Lakers, etc., tu vois que la progression, elle est beaucoup plus importante entre l'arrêt de la saison pour Covid et la bulle que entre les deux saisons qui ont suivi. Donc c'est pour ça, je comprends complètement Hugo quand il dit que vu qu'il y a eu un vrai été pour travailler, pour développer son jeu et surtout sur l'impact mental, le fait de se reposer, le fait de réfléchir à quel rôle tu dois avoir dans l'attaque de ton équipe, parce que le vrai problème de Bam Adebayo, c'est les mid-range, il peut les mettre, c'est juste qu'il les prend pas toujours quand il doit les prendre, et donc c'est son agressivité. Donc je comprends complètement la projection que Hugo peut avoir sur son classement DH. J'avoue qu'avec ces joueurs-là, parfois je me suis dit, surtout Lakers Heat, parfois je me suis dit on va un petit peu pondérer ce qui s'est passé dans les deux saisons et on va essayer de se dire que ce joueur, le joueur X, c'est 75% de ce qu'on a vu de mieux. C'est-à-dire que je pense pas qu'Anthony Davis, ça soit totalement ce que j'ai vu dans la bulle, mais je peux imaginer que c'est 75 voire 90% de ça. C'est vrai que c'est pratiquement une saison pour ces joueurs-là. Effectivement, c'est assez difficile. Vous voyez, les auditeurs voient pourquoi aussi, niveau absent, on essaye d'aller très vite, parce que parfois, on a envie de parler des absents, parfois plus que des présents. On va enchaîner avec ce que j'ai appelé le DH20, du coup, mais hors top 11, parce que ça m'a vraiment surpris, mais même chez vous, chez les auditeurs, à chaque fois, il y a vraiment
un top 11 qui se dégage assez largement pour donner quelque chose de concret. Quand on regarde le DH20 des auditeurs, le joueur qui se classe 12e a 574 points. Alors, n'essayez pas de comprendre comment les points marchent, c'est un peu compliqué. Bref, 574. Le joueur qui est 11e en a 999. C'est-à-dire que c'est énorme. Et pour vous donner un ordre d'idée, le premier, il est à 1800. Donc, quand il y a 400 points d'écart, c'est énorme. C'est vraiment un gouffre. Et dans ce hors top 11, moi, j'ai vraiment envie de parler de Kairi. Parce que Kairi, il y a beaucoup de variances dans son classement. Je regarde notamment chez Inside the Hoop. On va de la 12e à la 20e place. Je sais que dans ton classement N5, on l'a pas. Du coup, je vais commencer avec toi, Lingua. Comment on classe Kyrie Irving? Parce que même nous, on en a parlé, il donne des mots de tête. Bah, là, pour le coup, je vais avoir du mal à développer l'avis de mes camarades parce que moi, je vois pas comment en fait il peut être aussi haut. Tout simplement, j'ai vraiment du mal à le visualiser. Je pense que c'est l'impact offensif parce que moi, j'adore le joueur Kyrie Irving quand il est sur un terrain. C'est un des rares joueurs qui me fait rêver dans son style de jeu et dans ce qu'il est capable de montrer. Mais il y a tellement de choses qui me frustrent chez lui que moi, je l'ai 18e, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que subjectivement, je le sortais du top 20. Pour moi, c'est un vrai scoreur. Mais ça s'arrête là. J'ai vraiment du mal avec la création. Je trouve qu'elle est souvent surestimée. Défensivement, c'est un poids. Et comme moi, je l'ai dit en intro, mon critère hors terrain, pas forcément sur ses avis politiques et tout ça, c'est encore différent. Mais sur ses choix de carrière, notamment, je pars de Cleveland parce que j'ai envie d'être leader, mais en même temps, j'arrive à Boston, ça marche pas. Donc finalement, je recule dans tout ce que j'ai vraiment du mal dans tout ça. Et pour moi, c'est impossible à mes yeux qui casse ce dernier tiers du top 20 en fait et qui rentre au-dessus de la 18e place. Après, si N5 l'a pas mis, je comprends complètement parce que, comme je l'ai dit, j'ai hésité. Mais en dehors du scoring, j'ai vraiment du mal à... Évidemment, c'est la première chose qu'on analyse dans le basket, entre guillemets, évidemment, c'est marquer les paniers. Mais moi, j'ai du mal avec le Kyrie actuel, hors le scoring. Vas-y, N5, du coup, comment on classe Kyrie? Puis pourquoi? Alors, pour rappel, moi non plus, je ne l'avais pas. Il y avait un peu des discussions dans l'équipe Dunk Hebdo. Certains l'avaient, d'autres l'avaient pas. Comment t'en es arrivé à pas le mettre? Ouais, moi, c'était vraiment un des joueurs qui était limitrophe de ce DH20, qui était, voilà, encore une fois, dans ses places 21, 22, 23, enfin, etc. Autant je voulais prendre vraiment les blessures à la marge, autant c'est une des exceptions où je prends en compte les blessures, tout simplement parce qu'en fait, c'est des blessures où il y a un flou en fait autour de beaucoup de ces blessures où on ne sait pas à quel point ce sont des blessures diplomatiques, à quel point il peut vraiment jouer, à quel point. Et en fait, ça c'est pour ça que je prends vraiment en compte par rapport aux autres blessures ou quoi, où je trouve que c'est difficile d'en vouloir à un joueur d'être blessé quand même. Donc c'est pour ça que j'essaye de m'éloigner de ça. Mais pour Kyrie, il y a vraiment un côté où on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait et son implication ou sa non-implication. Et ça pose vraiment moi, ça m'a posé un vrai problème en termes de leadership, etc. Et donc, ça a joué vraiment négativement, en fait, sur son évaluation. Là où j'hésitais avec d'autres joueurs qui, eux, n'avaient soit pas d'interrogation, soit même des bonus, en fait. Donc, du coup, forcément, il s'est fait passer devant, en fait. Et surtout, voilà, il y a aussi cet aspect, et c'est vrai que vous l'avez un petit peu dit chez Dukemdo, là, dans vos deux dernières parties, où parfois, il y a des joueurs qui, certes, ne font pas le cut, mais qui sont aussi remplacés par d'autres joueurs qui sont meilleurs et qui passent devant eux aussi. Donc, il y a aussi cet aspect chez moi où j'ai vraiment réfléchi Kyrie dans mon top 20. Maintenant, voilà, je préfère lui mettre un Bam Adebayo devant lui, de par son profil, de par sa dynamique, même si, voilà, c'est une saison très compliquée, mais c'est un joueur qui va vers plus de responsabilités offensives et vers une amélioration offensive de son jeu. Voilà. Kyrie, j'avais que des aspects négatifs en fait à notifier comme discriminant à la marge. Donc forcément, il est pénalisé par rapport à un Bam Adebayo ou par rapport à d'autres joueurs. Et forcément, voilà, comme c'était ces places-là, il finit par ne pas faire le cut, quoi. Kyrie... Vas-y. Non, vas-y. Kyrie, t'as quand même l'impression que son côté individuel sur le terrain devient en même temps un côté individuel sur l'équipe globale dans laquelle il joue. On a notamment les déclats comme quoi s'il était transféré de Brooklyn, il prendrait sa retraite. Ça pénalise énormément son équipe si jamais le front office a choisi de le transférer de ça. Et donc ce côté individualiste, moi, me gêne beaucoup. Dès que comme l'a dit N5, dès que tu prends un peu en considération
le fait que des joueurs soient d'un niveau sportif égal, bah lui, ça lui ramène des variables négatives qui font qu'il passe derrière, tout simplement. Puis la difficulté du Kyrie Irving, je trouve, moi, c'est aussi son niveau on parle des joueurs souvent de 16 matchs, des joueurs de playoff, sous-entendu, on fantasme beaucoup sa capacité à être un joueur de 8 matchs, donc avoir beaucoup d'impact sur des matchs très ciblés, finale de conf, finale NBA, parce qu'il a eu cet impact, mais il y a un moment où, même si les playoffs ont une importance supérieure à la saison régulière, tu ne peux pas baser ton argumentaire sur juste ce joueur-là est incroyable sur les 8 derniers matchs. Et c'est vrai que je peux l'entendre, mais il y a un moment où il faut aussi la régularité. On en a parlé avec Chris Middleton, est fondamentale. Et là, Kyrie a besoin de jouer, de rester sur le terrain, de mettre des points, de continuer à avoir même ce rôle de Robin. On peut être dans le DH20 en étant un Robin, hein, mais il faut tout le temps être présent quand il y a un problème, quoi. Et puis même, il est régulier dans ses performances globales. Alors c'est très très loin, mais les finales 2016, il termine avec 3 super performances. Mais le début de la série est quand même pas terrible et souvent on se rend compte que, oui, effectivement, contre Milwaukee, il est très très performant, mais ça reste quand même parfois, comme on en parlait pour Middleton et tu l'as dit à l'instant, Ben, ça reste des fois, tu te dis, il doit faire mieux et donc forcément ça joue négativement pour lui. C'est là où dans le DH20, il est très important d'être en capacité d'impacter le jeu sur d'autres aspects que uniquement le scoring, ou alors quand c'est uniquement le scoring, il faut être un mec historique qui est capable de mettre tout le temps des points. Et effectivement, on peut enchaîner sur des scoreurs. On a ce trio, alors le trio des inséparables, Mitchell, Murray, Booker. Ils me donnent des mots de tête, les trois là, parce que chaque année, ils sont de plus en plus forts et c'est très difficile de les classer. Avant de parler de la team Inside Out, parce que vous avez une différence claire par rapport à nous, comment t'as abordé ça? N5, ces trois là, Mitchell, Murray, Booker, comment on les classe? Parce que tu es fan des Nuggets, Murray n'était pas là, le destin collectif de Booker est très très bon, il est allé en finale NBA. Comment on juge tout ça? Je suis vraiment très d'accord avec vous sur ce trio. Alors, ont quelques différences, hein, mais c'est vraiment en termes d'impact, sont très similaires pour moi. Dans un style quand même, malgré tout, voilà, très, très similaire encore une fois. Moi, j'ai tendance à dire que c'est là où mon biais de récence est aussi très, comment dire, ça me permet de me faciliter la tâche grandement. C'est que selon en fait la dynamique et le momentum du moment, je vois bien en fait les trois se passer devant, derrière à chaque fois et changer de position en fait selon vraiment la réussite à l'instant T. Moi, c'est d'ailleurs un petit peu, si en fait on suit mon classement, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que Booker est le premier des trois dans mon classement, vient ensuite Mitchell, et derrière, malheureusement, un petit peu en dehors du DH20, Murray, qui, dans son évolution, a suivi, mais pour moi, voilà, a subi sa blessure, parce que ça reste des jeunes joueurs qui n'ont pas tant d'occurrence en playoff que ça. Et donc du coup qui peuvent avoir forcément une variance en fait dans leur évaluation par rapport à leur playoff, c'est-à-dire que sur 2 campagnes de playoff, forcément on a tendance à vouloir plus d'échantillons pour pouvoir être sûr que on maintient des performances élevées. Je pense que de toute façon vous en avez parfaitement parlé chez The Kebdo par rapport à Jamal, où il y avait déjà de bons premiers playoffs avec des limitations défensives qui ont vraiment limité l'équipe. Après, une bulle qui était en dehors de ce monde vraiment, donc qui est très difficile par essence à évaluer en termes de reproducibilité ou pas, est-ce qu'on peut vraiment se fonder là-dessus ou autre. Et donc il y avait vraiment une importance accrue de ces playoffs-ci pour voir ce que ça allait donner et pouvoir déterminer un niveau. Donc je veux pas, encore une fois, les blessures étaient à la marge dans mes critères discriminants, mais pour Jamal Murray, je suis un petit peu obligé d'en prendre compte parce que c'est déterminant dans l'évaluation de son niveau intrinsèque de playoff. Même si personnellement, je m'en fais pas trop, j'avais quand même des craintes, notamment en termes d'endurance, etc. sur cette saison, où il a vraiment eu du mal à rentrer dans sa saison parce que, comme plein d'autres joueurs qui ont joué beaucoup de minutes dans la bulle, il y avait très peu de repos et donc ça lui a été aussi très préjudiciable. Et puis après, voilà... Mitchell et Booker, des scoreurs incroyables qui ont vraiment prouvé leur durabilité, leur constance surtout en playoff, et c'est ça qui est fou avec ces scoreurs-là, c'est que ils sont capables de mettre des cartons systématiquement à chaque match de playoff, et ça c'est vraiment extrêmement valuable. Très bien. Je parlais de la team Inside the Hoop qui était
Pas d'accord, parce que quand on regarde vos classements, en fait, on remarque que Booker, chez vous 5, Booker est présent. Ça va de la 17 à la 12e place. Donovan Mitchell, tu es le seul qui le cite. À Lingua, on le voit 20e. Et pas de Jamal Murray. Alors du coup, comment tu te situes dans ce débat entre les trois, du coup? Bah, en fait, je pense que le classement global en termes de points ne reflète pas forcément l'avis que peut avoir l'équipe. Parce que le classement de Booker global, il fait partie du dernier tiers du top 20. Et donc dans le même tiers que Donovan Mitchell. Après, pourquoi il est 2-3 places devant dans ce même tiers, c'est parce que Booker est tout simplement allé en finale NBA et que Julien, qui fait partie de l'équipe, est fan de Phoenix et l'a mis 12e. Donc voilà pourquoi il est devant. Mais il est dans le même tiers que Donovan Mitchell et globalement, ce sont, comme vous l'avez dit, deux joueurs qui sont vraiment sur le même niveau. Murray fait pas partie pour moi de ce groupe-là parce que nous on l'a sorti de par sa blessure tout simplement parce que quand il est à 100% de ses capacités évidemment qui fait partie du trio, on l'a vu quand Utah affrontait Denver dans la bulle, oui les conditions étaient spéciales mais elles étaient spéciales pour les deux équipes et on a vu que Mitchell et Murray se renvoyaient coup pour coup. C'était incroyable. Ouais, mais il me semble que, alors j'ai plus la quote exactement en tête, mais il me semble que Jamal Murray avait dit à l'époque comme quoi jouer dans la bulle était beaucoup plus facile parce qu'il n'y avait pas les fans autour et donc c'est aussi pour ça qu'ils avaient pris complètement feu. Il y avait aussi l'aspect repos qui rentrait beaucoup en compte pour Murray, qui disait qu'en fait toute la journée il avait juste à se reposer en fait et qu'il n'y avait pas de distraction, rien, et qu'il dormait. Il disait qu'il faisait des siestes vraiment à rallonge et qu'il dormait, qu'il avait jamais de 15 heures il avait dit. Vie. Et ouais, donc du coup, c'était vraiment en termes de physique, que physiquement, il y avait un truc qui faisait qu'il était vraiment différent en termes de forme. Non, mais voilà, donc pour conclure, juste Murray est blessé, donc c'est pour ça qu'il sort entre guillemets, du tiers et du classement. Mais Mitchell et Booker sont sur la même. Voilà, Booker a juste fait les finales, donc c'est pour ça qu'il est un peu devant. Je pense que c'est très intéressant cette espèce de biais de ce qui s'est passé il y a peu de temps N5 parce que effectivement quand on regarde le classement des auditeurs, je vous avais parlé de ce top 11 qui se détache, le joueur qui se glisse juste après, alors c'est incroyable parce qu'avec plus de 100 votes qu'on ait une égalité, c'est quand même exceptionnel, mais on en a une et on a Booker et Jason Tatum. C'est-à-dire que selon les auditeurs, ils sont juste après ce groupe-là ce groupe de 11 là. On a essayé de limiter l'impact du run en playoff collectif en décalant le vote très très loin, mais on peut pas en y échapper. Le fait qu'un Booker ait été si loin forcément a un impact chez les gens. C'est assez intéressant de voir que à l'inverse, Chris Paul gagne quelques places, mais pas tant que ça. C'est peut-être aussi parce que c'est cet impact du jeune joueur qui explose tout et c'est un truc dont on peut bénéficier aussi Trae Young. J'ai parlé de Jason Tatum. Là, vous êtes très gentil avec la team Dunkebdo, vous nous faites des références. Attaquez-nous maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime trop Jason Tatum? C'est-à-dire que pour nous, Tatum, c'est ce joueur qui est juste là, à l'extérieur de ce groupe des 11. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pour nous, c'est lui qui est prédestiné à rentrer dedans. Moi, j'estime à court terme, même peut-être dans une saison, voire deux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Moi, je suis assez d'accord. Enfin, je peux le voir arriver tout simplement par son profil. C'est-à-dire que moi, j'ai mis par exemple encore un Lillard ou un Paul George devant lui. Néanmoins, j'ai beaucoup hésité, alors surtout pour Paul George, et je pense que je pourrais vraiment les intervertir en réalité. Chez moi, ils sont 15e et 14e. Mais ils sont chiants là. Ouais. Voilà, c'est chiant, il y a que des ailiers et tout, c'est horrible. Ce quatuor là. Mais vraiment, oui, non, je pourrais. Enfin, c'était vraiment en live quand je commençais à en discuter de ces deux-là où plus j'en parlais, plus je me disais, mais en vrai, Tatum, je peux commencer à le mettre devant Paul George en réalité. Et c'est en parlant que je me suis rendu compte aussi. Par contre, j'ai vraiment encore un biais par rapport à Lillard, et c'est là où moi je trouve qu'il est encore un peu jeune, mais que dans son profil, il a effectivement le potentiel pour aller plus loin. C'est parce que tout simplement, c'est un ailier, et ça joue énormément en fait dans la NBA moderne. C'est-à-dire que le poste d'ailier fait qu'il y a une certaine polyvalence qui peut vraiment impacter positivement plus que sur certains postes, et surtout certains défauts sont un petit peu amoindris de par le poste aussi.
Il y a, je trouve, ce double effet qui se coule. Et Tatum, pour moi, c'est vraiment l'aspect défensif que j'attends en termes d'évolution, parce que je trouve qu'offensivement, il est déjà là, c'est-à-dire qu'il a vraiment un contrôle offensif assez exceptionnel et une analyse du jeu qui est vraiment très bonne, qui lui permet de savoir en fait sur quel bouton appuyer pour vraiment impacter offensivement et aller chercher ses points de manière assez efficace. Moi, je suis un peu plus circonspect sur son aspect défensif. C'est pour ça que je suis encore de Lillard devant lui, où j'attends à quel point il va pouvoir impacter en fait le niveau de la défense collective de Boston par ses perfs à lui. C'est là où je suis encore un petit peu dubitatif ou enfin, je m'interroge là-dessus, et là où je le compare à Lillard, c'est par rapport en fait au fait de est-ce que c'est possible en fait à un moment de pouvoir faire les deux quand tu as un poids offensif tel sur les épaules. Moi, je pense que dans l'évaluation de Lillard, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on dit toujours que Lillard est pas bon défensivement, ce qui, je pense, est vrai. Le problème, c'est peut-il l'être avec ce niveau offensif de responsabilité? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Et après, c'est là où aussi c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de variables collectives qui rentrent en jeu et qui ne sont pas forcément maîtrisables au niveau individuel. C'est voilà, selon ton équipe et la construction de ton équipe que cela sera possible ou non. Et j'ai peur en fait pour moi, est-ce qu'il pourrait encore limiter pour moi en fait cette entrée de Tatum dans les prochaines années dans ce top 11 potentiel, c'est le fait qu'il devienne vraiment plus soliste à Boston et que toutes les perfs collectives reposent sur son talent offensif et que du coup il puisse pas vraiment s'améliorer défensivement et qu'il puisse pas, alors qu'il a je pense les moyens physiques et en termes de profil pour voilà. Après bon, il y a Jaylen Brown qui fait qui est très bon offensivement, il y a des choses potentielles à imaginer à Boston, mais voilà, c'est un petit peu mon avis sur Jason Tatum. C'est vrai que cet effet Kiss Cool dont tu parles, il est très intéressant parce que pour un arrière, on va pénaliser beaucoup le fait de pas être bon en attaque. Enfin, c'est inimaginable qu'il soit pas bon en attaque. Pour un intérieur, ça va être inimaginable de pas être bon en défense. C'est pour ça qu'un mec, on n'en a pas parlé dans les absents, mais qu'un mec comme Towns prend toujours très cher, là où l'ailier peut se permettre d'être un peu en dessous en défense, sachant que le poste pourra lui permettre d'être un petit peu, entre guillemets, caché. Du coup, de ton côté, la team Inside Hoop, vous avez tous Jason Tatum, mais peut-être pas encore à ce stade de, je sais pas, héritier, dauphin du top 11, quoi. Si, il y a juste Max qui l'a pas mis aussi haut parce il a le sang jaune et pourpre, mais sinon, sinon tout le monde l'a aussi haut. Non mais ah là là, je vois, c'est bon. Une ligne trop bas dans l'Excel. Ah, ça c'est après 6 heures de DH20, il arrive ce genre de bricole. Ouais, non, mais Max l'a mis 19e parce qu'il est fan des Lakers. Non, mais Tatum est dans ce quatuor là, comme on en parlait tout à l'heure, d'ailier qui craque juste derrière le top 11. Mais ouais, effectivement, pour moi, Tatum avec Butler, moi je le mets dans la même partie que Butler, fait partie des deux qui sont vraiment juste derrière Lillard. Alors, pour le coup, Butler, c'est un peu le sens contraire, parce que lui, il va probablement plus diminuer que monter. Mais Tatum, ouais, ça me surprendrait pas que dès l'année prochaine, au moins qu'il arrive au même niveau que Lillard, peut-être pas passer devant, parce que peut-être que du coup, la séparation se fera peut-être plus au niveau de la 10e place, parce que peut-être qu'Embiid et Jokic seront quand même encore au-dessus de ces joueurs-là. Mais pour moi, Tatum, en fait, comme l'a très bien dit N5, déjà, il y a les deux côtés du terrain. Défensivement, il est très bon individuellement, mais c'est vrai qu'il peine encore à porter Boston de ce côté-là. Moi, il me manque encore un chouïa de régularité. Pas forcément en termes d'efficacité, mais en termes de... il y a des soirs, il va peut-être un petit peu être en dessous de ce que son potentiel offensif peut montrer. Et donc... voilà, pour moi, il y a encore beaucoup de marge de progression de son côté. Donc évidemment que l'année prochaine, ça ne me surprendrait pas qu'il soit au même niveau que Lillard, Anthony Davis, etc. etc. On a parlé d'attaque, défense. Moi, ce que j'aime vraiment avec Tatum, j'en ai beaucoup parlé, cette espèce de contrôle qui est inhumain. Ouais. Et du coup, c'est vrai, ça rebondit un peu. Parfois, il y a peut-être du contrôle et c'est humain, peut-être un peu de la nonchalance où, oui, dans un match en février contre les Pistons, il va pas dominer. et c'est là où effectivement les mecs du top 11, il fait froid, t'es à Détroit, ils dominent quand même. Et effectivement, je trouve quand même, par rapport à Tatum, moi, c'est au niveau de ses passes, sa vision de jeu où j'ai vraiment bien aimé cette année.
J'ai vraiment bien aimé. Ouais, création pour les autres, j'ai vraiment kiffé parce que j'avais un peu peur du syndrome scoreur soliste à l'aile et je vois, c'est un truc qui est difficile à développer, hein, la création. On peut en parler pour un Kawhi, il l'a développé un peu, mais devenir carrément un joueur qui peut être un B en création, c'est très dur. Ouais. Je sais pas si Tatum pourra le devenir, mais en tout cas, je commence à voir les petites plantes. Je commence à comprendre ce qui peut se passer avec ce qui s'est passé avec Stevens, et ça, c'est plutôt intéressant, sachant qu'en plus, petit tac pour mes amis bostoniens, sachant la construction de l'effectif, tu vas l'obliger à créer un petit peu à un moment. Donc ça, j'aime plutôt bien. Bah, Tatum, t'as quand même l'impression qu'il part sur un type de profil de joueur plus qui va tendre vers le Kobe. On sait tous son affection Kobe, plutôt que sur des mecs comme Harden, LeBron, qui sont beaucoup plus sur la création aussi. Tu as vraiment l'impression que le scoring va prendre une place très importante. Après, toute la question va être, pour lui, est-ce que quand je vais être obligé de gérer cette création-là, ça peut être sur séquence, ça peut être sur un match, ça peut être sur une série de playoffs, est-ce qu'il va être capable de le faire? Et c'est là que la variable va devenir intéressante. Est-ce qu'il va pouvoir justement monter aussi haut que les autres? C'est vrai que ça peut être un sujet en lui-même, ce playmaking-là, en fait, et c'est ce gap-là dont tu parlais, Ben. Je trouve qu'en lui-même, c'est vraiment un sujet intéressant parce que est-ce que c'est pas, il y a un côté un petit peu inné ou non là-dedans, où c'est très difficile, en fait, de vraiment passer ce gap-là. J'ai pas vraiment en tête d'évolution de joueurs qui étaient limités dans ce playmaking et dans cette diffusion et qui finalement réussissent à le débloquer à un moment. J'ai plutôt l'impression que ce sont toujours des joueurs qui ont cette capacité-là dès le départ et qui vont l'améliorer ou quoi, mais rarement ce passage entre les deux. Et ça, voilà, je me dis, c'est une parenthèse, mais je me dis que c'est un sujet en lui-même qui peut être vraiment extrêmement intéressant à étudier. Tu l'améliores par touche, mais tu deviens jamais un vrai playmaker. Ouais. Si t'arrives pas en étant un playmaker, tu deviens rarement un vrai playmaker. Bah, c'est ça, pour moi, en fait, c'est le niveau, le passage entre le niveau moyen du playmaking à très bon est plus facile que de très bon à élite. Et c'est là que se fait la différence aussi avec des gars comme notamment Doncic qui est déjà beaucoup plus haut. C'est là où on s'est dit, je sais pas si on l'a dit à l'enregistrement ou après, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on parle des heures après aussi sur les auditeurs. Quand tu rentres en haut du DH20, il te faut le scoring, mais tout le monde l'a pratiquement. Ouais. Si t'as pas de playmaking, il faut un truc en fait. Il faut que tu arrives à peser, ça peut être de la défense, ça peut être tout ce que tu veux, mais il faut quelque chose en plus du scoring élite et c'est peut-être ce truc en plus qui manque à Tatum. Et si c'est pas de la création pour les autres, vraisemblablement ça doit être de la défense parce que des ailiers qui créent pas pour les autres, là où ils performent, c'est sur la défense. Ouais, on peut penser à ça. Kawhi, l'exemple qui vient en tête, effectivement. C'était pas vraiment une question, les gars, mais je vous avais écrit aussi dans la trame qu'on s'était passé. Est-ce que vous aviez vraiment conscience de ce top 11 avant qu'on le mette Moi, honnêtement, j'en avais pas conscience. C'est quand j'ai commencé à tout rassembler pour nous, chez Dunk Hebdo, mais pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a 11 joueurs qui se détachent très vite. Vous parliez du fait qu'il y avait les évidents. Est-ce que les évidents, c'était les 11 là dont on va parler? Bah, moi, du coup, en le re-regardant, j'ai une petite hésitation parce que moi, j'ai mis 11 Butler et Lillard en 13. Et je suis pas sûr que du coup ce soit pas l'inverse dans ce top 11. Donc j'ai peut-être celui-ci qui est différent. Mais sinon, oui, ça me paraissait évident. En fait, moi j'ai un tiers. En fait, mon troisième tiers commence à la 12e place jusqu'à la 20e. Et ensuite, j'ai un tiers de 11 jusqu'à 5. Et ensuite, un premier tiers vraiment à part. Donc oui, effectivement, j'avais vraiment ce tiers-là, ces mêmes positions. Donc en réalité, mis à part ce petit truc Butler-Lillard, je suis pas sûr qui fait le cut en réalité, mais voilà. Butler, j'en suis sûr que dans une année normale, il pourrait se rapprocher de... mais bref. Mais du coup, Alingua, comment ça s'est passé pour ces 11 monstres-là? Ouais, non, mais moi, chez nous, c'était logique, très facile aussi. En fait, le score entre le 11 et le 12, la différence de score est plus importante qu'entre le 12 et le 20. Donc, voilà, il y a un vrai écart. Et je pense que assez logiquement, comme je l'ai dit en tout début, quand tu poses les noms sur les feuilles au tout début, les 11 là, ils viennent assez rapidement. Donc, ouais, pour moi, c'est évident. J'avais donné l'exemple, mais ouais, effectivement, il y a... Eh ben alors, si on fonctionne comme ça... je suis pas bon en maths, mais alors, l'écart entre 11 et 12 chez nous, c'est le même qu'entre 11 et... il faut descendre à 22... 23 peut-être, ouais, donc voilà. C'est énorme, sachant que il y a certaines positions et les écarts sont très très faibles. D'habitude quand c'est ça, on parle un peu de Lillard et tout, et puis moi j'ai été très surpris d'un truc. Donc Joel Embiid, pour nous c'est le joueur qui est à la fin de ce top 11 des mutants. Sauf qu'en fait, vous êtes pas trop d'accord les gars avec ce qu'on dit, c'est-à-dire que le public est pas vraiment d'accord. Entre vous êtes
pas vraiment d'accord avec nous. Est-ce que c'est le joueur qu'on a le moins respecté? Alors, encore une fois, quand tu le mets dans le top 11 de la NBA, tu le respectes. Mais est-ce que c'est le joueur, selon vous, qu'on a peut-être le moins respecté, Embiid? Moi, je vois que tu veux créer du conflit, etc. Et j'aimerais beaucoup aller dans ton sens. Après, alors moi, Joel Embiid, il est numéro 4 chez moi, et pour moi, c'est une anomalie. En fait, c'était aussi un parti pris de ma part quand j'ai fait mes critères de notation, etc., et d'avoir une méthode très rigide, de potentiellement, en fait, trouver des anomalies, via cette méthode-là. Et de pouvoir en parler justement en tant qu'anomalie, je trouve aussi intéressant le fait que certains joueurs en fait cassent un petit peu les systèmes, les métriques ou les classements ou les façons de faire en tout cas. Et donc pour moi, même moi, je trouve qu'en fait Embiid dans mon classement en 4 est vraiment une anomalie, vraiment trop mise en avant. C'est-à-dire que c'est pas sa réelle place. Mais par contre, t'as pris les pages du plan de jeu de Tom. Le plan de jeu de Tom, c'est mettre un mec à une place et dire pendant le podcast, non mais en fait, je l'ai trop. C'est une technique imparable ça. Je suis à bonne école, tu vois, j'ai vraiment pris de son expérience. Mais après, c'est parce que... Je suis désolé, je t'ai coupé. Non, pas de souci, pas de souci. Non, mais après, c'est dans ma notation, en fait, il est haut parce que, en fait, et offensivement et défensivement, en fait, je lui ai attribué de très bonnes notes. Donc, alors pas élite, c'est pour ça qu'il est 4e dans ce premier tiers. Néanmoins, je pense qu'il y a vraiment, en fait, j'ai cette impression avec Embiid, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a cette différence entre la team d'Unkebdo et peut-être le public, ou peut-être plus largement, que tous les critères en fait discriminants qui peuvent en fait le faire chuter sont des critères un petit peu difficiles. Alors il y a forcément le blessure, la facilité à se blesser qui rentre peut-être en premier en compte, mais après c'est vraiment des choses qui sont un petit peu à la marge, un petit peu intangibles. Je pense notamment à son côté leadership. Alors en ce moment avec la guerre Ben Simmons, ça devient de plus en plus tangible pour le coup, mais les résultats aussi collectifs qui sont des fois difficiles à imputer à des joueurs individuellement. Et je pense que du coup, en fait, ce sont des choses qui passent facilement à la trappe, en fait, je pense, dans l'évaluation des joueurs, ou qui, si le joueur a une cote un petit peu de sympathie, sont peut-être plus facilement oubliés en réalité. C'est un petit peu mon point de vue sur Embiid, surtout qu'il a un aspect très dominant qui est le très highlight machine, qui permet en fait aussi d'avoir une cote de sympathie très forte auprès du public, et je pense que du coup tous ces aspects-là qui sont discriminants mais vraiment à la marge en fait sont un petit peu diminués, je pense par le commun en fait des spectateurs quoi. Je pense de notre côté, on est tellement obsédé, monomaniaque avec l'idée de playmaking pour les autres. C'est pour ça qu'on lui fait payer en fait. Je vois Alingua, t'as bougé, t'as acquiescé. Tu penses que c'est ça? Ouais, mais je suis complètement d'accord. Pour moi, en fait, c'est un peu comme la notion de talent. Il est très talentueux, Embiid, mais je suis d'accord avec Dunkemdo sur le fait que la création élite, comme peuvent l'avoir Doncic, Harden, LeBron, etc., c'est un truc qui te fait passer un autre cap. Et c'est pour ça que nous, on a mis chez Inside the Hoop Embiid ou Davis, etc. derrière. Tout simplement, en fait, c'est ça qui fait la différence. En dehors de Julien qui l'a mis sur son podium, tout le monde l'a dans cette fin de top 11 du coup. Mais Embiid, après, il a le problème aussi de jouer à Philadelphie où l'équipe est pas forcément construite parfaitement pour lui. On sait qu'avec Ben Simmons, etc., bon, on va pas parler de l'actualité, mais on sait que c'est pas forcément la meilleure équipe possible autour de lui. Si aujourd'hui il y avait Bradley Beal au lieu de Ben Simmons, ben, ce serait peut-être beaucoup plus simple pour lui de performer et d'aller peut-être plus loin avec son équipe aussi. Mais d'un point de vue individuel, son niveau est ouf. Ouais. Moi, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec vous. Par contre, c'est sur l'aspect playmaking elite, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui vient en premier lieu pour un center, en fait. C'est-à-dire que autant, genre, sur plein d'autres joueurs, je peux acquiescer, mais surtout, en plus, un center qui apporte un pivot qui apporte défensivement autant que lui peut le faire. Alors certes, bon, c'est vrai qu'il est dans une équipe qui a toujours eu de très bons défenseurs à d'autres postes, donc ça c'est aussi peut-être un point d'interrogation aussi sur à quel point seul il peut amener cette défense par lui seul, ce plancher défensif par lui seul. Malgré tout, en fait, je trouve que c'est surtout en fait du coup là un autre aspect qui rentre en compte quand vous parlez de playmaking elite. En fait, pour moi, c'est dans sa configuration. Effectivement, il lui manque le playmaking elite pour passer un palier, mais c'est pas très équitable pour moi de lui reprocher ça, dans le sens où on reproche jamais ça à un pivot de fait parce que c'est jamais le rôle d'un pivot à part exception pour moi.
C'est vraiment des cas atypiques auxquels on demande de venir créer en termes à la place de pivot. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui normalement incombe beaucoup plus à l'équipe, notamment sur les postes arrière et potentiellement ailier, et qui en fait manque à Philadelphie. Et c'est là où je me dis, en fait, Embiid, il lui manque juste les résultats collectifs, parce que en fait, si ces dernières années, il avait atteint ne serait-ce qu'une finale de conférence, et aurait été limitrophe dans cette finale de conférence pour batailler pour la finale, je pense qu'en fait, il serait boosté dans tous les classements, en fait. Et je pense même les vôtres d'un Kebdo, si je peux me permettre, je pense vraiment qu'il y a un biais à ce niveau-là. Et je trouve que quand on parle de son manque de playmaking, je trouve ça très injuste pour Embiid, pour le coup, parce qu'en vérité, il pâtit beaucoup plus de ça, et ça a pas forcément vocation à lui revenir, en fait. Mais en fait, là où je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas un reproche que je fais sur Embiid, c'est juste que je considère que si tu as un joueur, je prends en exemple un joueur A, meneur, élite en playmaking, tu iras plus loin que si tu as un joueur B, pivot, élite en défense. En fait, ce côté, aujourd'hui, playmaking, pour moi, t'amène plus loin que un pivot qui est élite, comme peut l'être Embiid. Et c'est pour moi ce qui fait la différence. Je reproche pas à Embiid évidemment le fait de pas être playmaking élite, parce que le seul qu'il est, c'est Jokic, mais à lui seul, c'est une anomalie aujourd'hui. Je pense aussi qu'il y a une notion, on avait un petit peu parlé cette année, peut-être un peu plus l'année dernière, de dépendance, c'est-à-dire que tous les joueurs au-dessus dépendent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul qui va dépendre d'un autre élément, c'est pas le premier maillon de la chaîne. Et ça, c'est très compliqué, un peu chiant quand tu arrives à ce niveau-là, parce que tu aimes bien que le joueur soit totalement dépendant de sa production offensive, là où Embiid a besoin de plus de paramètres qui vont dans son sens que d'autres. Hein, c'est un détail, on est sur le... En fait, je suis d'accord, mais moi, il y a un problème, c'est Anthony Davis pour moi là-dedans. C'est pourquoi alors Anthony Davis a toujours le edge en fait par rapport à Embiid, alors que pour moi en fait c'est exactement la même situation. Enfin, c'est vraiment le même problématique pour Davis, qui en fait seul ne peut pas en fait porter offensivement une équipe. Je pense moi je l'ai au même niveau. Donc, je pense que l'avantage Davis sur nous, on va le donner sur l'aspect polyvalence défensive et à switcher sur 5 postes. Bah, je pense que c'est mon bonus fric que Embiid n'a pas, mais que Anthony Davis a. Honnêtement, je pense que c'est ça, et je pense que c'est une partie de l'équipe qui adore Anthony Davis. C'est les voilà. Deux, ça. Moi, j'ai un peu une hate d'Anthony Davis, ou plutôt du traitement médiatique d'Anthony Davis, et donc du coup, je suis un peu à l'affût de ce genre de truc. Mais qui est particulièrement complaisant. Ça, on est totalement d'accord. Voilà. Je sais pas le classement des auditeurs, mais moi, j'ai mis Embiid, Davis et Jokic dans le même... ils sont 8, 9, 10, ils sont égalité, tu peux les interchanger, il n'y a pas de problème. Et par rapport aux auditeurs, je sais pas, est-ce que Davis joue peut-être du fait qu'il ait gagné un titre? Parce que peut-être les auditeurs, que la variable vient de là. Embiid devant Davis. Alors, d'accord. Rien n'est parfait, c'est un classement de 20 joueurs, donc on a parfois un problème, c'est que des gens oublient de peut-être de mettre un joueur, c'est-à-dire que en gros, Embiid est présent dans 98% des classements et Davis dans 92%, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont oublié, je sais pas si c'est oublié ou ça me semble quand même dur de pas le mettre dans le top 20, donc il est devant, mais en fait, si on avait, s'il y a un investisseur qui nous écoute, si vous pouvez nous donner une technologie pour faire des préférences, etc., on est là. Mais autrement, c'est un peu la limite de ce classement. Mais effectivement, c'est assez intéressant de voir que c'est vrai. Je pense parfois que Davis c'est un peu c'est l'inverse d'un d'élite sale gueule. C'est plutôt on est super complaisant avec lui. Je l'avais pas mis dans la trame, mais c'est peut-être le bon moment pour parler du coup de Jimmy Butler, parce que c'est un peu la polémique de notre DH20 cette année. Jimmy Butler, comment on le juge? Parce que là, on a quand même rarement, depuis le moment où on a créé cet exercice et de mémoire, un joueur qui connaît 2 saisons vraiment à l'opposé comme ça, avec en plus cet environnement, ce contexte d'une courte intersaison. Comment vous avez jugé Jimmy Butler, vous? Parce qu'il est pas dans notre top 11 là, mais l'année dernière, il y était. Ouais, il est juste derrière. Mais ça se joue à pas grand-chose. En fait, là, je me permets de parler en premier parce que du coup, je suis fan de Miami. En fait, je suis pas du tout d'accord quand on dit que Jimmy Butler a fait une saison moins bonne. C'est Miami qui a fait une saison moins bonne. La saison de Jimmy Butler, elle est pas exceptionnelle, mais pas loin en tout cas. Alan l'a pas mal dit il y a 2 semaines, il a dit que son shoot extérieur était le vrai point faible, et c'est vrai. Par contre, dans tout le reste, c'est un joueur incroyable. Et qu'on prenne les statistiques avancées ou mon impression individuelle, pour moi, c'est un des 6 meilleurs joueurs de la saison dernière. Et donc, il craque pas le top 11 parce qu'il manque des choses comme
une vraie saison de playoff cette année avec Miami, ou plus de scoring et de ça. Mais en termes d'efficacité, en termes d'impact sur son équipe, en termes des deux côtés du terrain, en termes de polyvalence, en termes de niveau plafond qu'il peut avoir, on l'a vu dans la bulle, pour moi, il craque pas loin de Lillard. Et donc, j'ai du mal à le voir hors top 15, voire hors top 20, comme certains ont pu le faire. Certains. Alan Guillaume, on parle de vous. J'avais Max de Inside the Hoop en tête, mais ouais, Alan aussi. Du coup, N5, comment tu fais avec petite parenthèse Butler, on était obligé de revenir dessus avant de continuer. Ouais, bien sûr. Moi, il est à la 11e position. Donc, il arrive dans ce top. Et en fait, pour moi, c'est une question de profil. C'est le two-way est vraiment récompensé en fait dans mon classement, étant donné que je pondère pas la défense. Et donc, c'est ça qui va le mettre devant un Lillard. Là où l'aspect défensif, en fait, pour moi, est vraiment important. Et pour moi, Butler est vraiment élite défensivement. Donc forcément en fait il va vraiment bénéficier de ça. C'est pour ça je pense qu'il arrive avant Lillard et Chris Paul qui est un petit peu haut dans mon classement, que j'ai mis 12e, mais voilà, c'est surtout cet aspect profil ailier two-way, c'est vraiment extrêmement valuable pour moi, et c'est pour ça en fait pour moi que c'est même la preuve en est, c'est que malgré en fait des difficultés au shoot, Butler est quand même extrêmement bien évalué, ou en tout cas évalué positivement. Alors qu'on voit par rapport à Ben Simmons par exemple à quel point ça peut être destructeur en termes d'image pour des joueurs, et je pense que c'est parce que, alors il y a plein d'autres choses qui expliquent Butler en termes de playmaking, de leadership, de plein de choses, mais malgré tout en fait ça montre à quel point il est bon tout simplement défensivement, et en plus qui peut aller chercher des points aussi à l'intérieur et plein d'autres choses, donc moi il fait ce cut là de par son profil surtout défensif. Son mid-range est excellent, son scoring au panier est très bon, ouais. Et je pense que la différence aussi avec Ben Simmons, c'est que il va souvent sur la ligne, sauf que lui il l'aimait et il a une réussite, et du coup forcément on sait que Butler est un très gros, c'est un buffle physique tout simplement. Donc quand il est un peu en galère avec son shoot extérieur, comme ça a pu être le cas, il va à l'intérieur, il va chercher la faute, et puis il met des points comme ça sur la ligne, comme ça a pu être le cas dans la bulle notamment. Et puis il a développé, comme on l'a dit, une gestion du jeu qui est pas forcément élite, mais pas loin, et Miami en a tellement besoin. Donc comme tu l'as dit, N5, en plus des deux côtés du terrain, il est... après, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que Tom notamment aime bien un peu les stats un peu avancées, mais dans tous les théorèmes un peu algorithmes même avancés comme les LeBron et tout ça, il est dans le top 6 de toutes ces stats là, donc il est un peu sous-estimé cette saison, je trouve, ce qui est un peu dommage, même si je suis pas forcément très objectif sur le bonhomme. On expliquera, LeBron, c'est une stat avancée qui a été créée, qui n'a rien en fait, qui reprend le nom LeBron, mais qui a d'inspiration un peu de LeBron, etc. Ouais. On va en parler, LeBron. Exactement. Ouais. Et il y a le penchant Raptors aussi qui est drôle, parce que il faut forcément que ça ressemble à un truc dans la ligue, quoi. Ils veulent pas, il faut qu'il y ait des homonymes. Ils veulent pas simplifier les choses, quoi. Les mecs ont peut-être pas compris le référencement, parce que là du coup, on va continuer avec, et par rapport à Butler, je suis totalement d'accord avec vous. Butler, c'est un peu, on se rend compte quand on fait le DH1, on en a parlé au début, qu'on a tous des biais. Moi, la polyvalence défensive, par exemple, je vais donner trop de valeur à ça. Et du coup, c'est parfois, quand un joueur va à l'encontre de ses biais, c'est très difficile de se convaincre d'aller à l'encontre de soi-même, en fait, parce que c'est se donner tort. Donc, c'est pas toujours très agréable. Du coup, on va continuer avec un joueur qui, on en a un peu parlé, de Kawhi Leonard. Alors, je vous ai envoyé une question. C'est pas ma question la plus inspirée, celle-ci. Est-ce que c'est le joueur le plus difficile à classer du DH1? Mais comment vous avez abordé Kawhi? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'année dernière, à post-bulle, on s'est tous mis un peu en stand-by. On s'est dit, on va attendre. Et là, c'est vraiment l'année où on lui fait subir une vraie descente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je commence par toi, N5. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que... Alors, moi, j'étais très sceptique. Et du coup, ça confirme beaucoup ce que je pense du fit aux Clippers, en fait, de lui et Paul George. Je trouve qu'ils sont très similaires. Et en fait, il y a une inhibition, alors surtout de Paul George, et de ses qualités de drive notamment. Et en fait, je trouve qu'en termes de spacing, même si c'est viable, parce qu'en fait, ils sont très dans le mid-range, mais après, ils sont élites dans le mid-range, surtout Kawhi en l'occurrence. Donc du coup, en fait, ça reste viable. Malgré tout, en fait, je trouve que le
fit de Kawhi, de Kawhi aux Clippers, en fait, a tendance à lui enlever de l'alternance de jeu collectivement parlant. C'est-à-dire que là où je trouve que c'était très efficace aux Raptors, c'était par les profils qu'il y avait autour de lui, que ce soit en fait Lowry à la main et à l'extérieur, et Siakam surtout. À l'intérieur en relais, on se souvient de ses playoffs, sa campagne de playoffs qui était vraiment impressionnante à Pascal Siakam, je trouve qu'il est un petit peu oublié. Alors même si Kawhi avait vraiment porté l'équipe, mais il y avait vraiment ces deux alternances en fait dans le jeu qui lui permettaient d'être d'autant plus dangereux. Je trouve que ça n'existe plus du tout chez les Clippers, et du coup je trouve que sans forcer son jeu, il doit vraiment en fait prendre une charge offensive plus importante, trop importante, et que du coup par exemple défensivement, et vous en parliez très bien dans la dernière partie du podcast du DH20, défensivement c'est plus le two-way parfait qui pouvait être précédemment, où je le trouve plus emprunté, trop emprunté en fait par sa charge offensive pour réellement en fait être le défenseur qu'il a pu être, et être vraiment un stopper de élite plus qu'élite sur différents postes. Là je trouve que c'est plus par séquence, et que en plus il en souffre plus potentiellement de devoir faire les deux. Et donc du coup moi il y a un vrai je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'aspect chute un petit peu dans la vision qu'on a de Kawhi, mais je pense qu'elle est légitime en fait. Je pense qu'elle est sourcée, et je pense qu'elle vient d'une impression qui est en partie vraie, quoi. Après il y a toujours l'aspect, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a toujours l'aspect, est-ce qu'on juge historiquement, est-ce qu'on juge au potentiel, ou est-ce qu'on juge sur le moment? Et en fait, selon ces trois façons de voir les choses, on pourra avoir potentiellement en fait des différences de place pour Kawhi. C'est-à-dire que voilà, et si on prend l'aspect historique, etc., il a été à un niveau et il a apporté à des équipes à un point qui forcément en fait peuvent le rapprocher des KD, des LeBron, des Giannis, d'autant plus par son profil qui est assez similaire à ces trois-là, dans un style différent, mais malgré tout. Si on le fait de manière beaucoup plus récente, forcément il peut descendre parce que les résultats collectifs en plus ne sont plus aussi bons que ce qu'il a pu être au préalable, et puis pour toutes ces autres raisons où je trouve que dans le jeu, il est plus emprunté en fait. Je suis totalement d'accord. T'en penses quoi, Alingua, vis-à-vis de Kawhi, qui est... Alors, il y a le cas Butler dont on a parlé, mais j'ai l'impression qu'en termes de perception, c'est une des plus grosses chutes, clairement, de cette année. Parce que, si je peux élaborer, Butler a fait un espèce d'ascenseur, et AD a fait un ascenseur. Kawhi s'était toujours maintenu à un certain niveau, et là, a descendu, et a quitté ce niveau-là, un peu, cette stratosphère. Je suis d'accord avec tout le développement d'N5. En fait, t'as un peu l'impression que le point élite pour lequel Kawhi était considéré aussi haut avec la défense, il l'a un peu perdu, et que du coup, ça lui met une sacrée claque sur son impression globale de tout le monde. Moi, je l'ai mis dans ce que j'appelle mon tiers 1,5 derrière le trio de tête, parce que je pense que tu peux aller au bout avec Kawhi en tant que meilleur joueur, mais j'ai l'impression que pour aller au bout avec Kawhi Leonard, tu dois avoir un collectif parfait autour qui te permet d'avoir un plancher intéressant. Comme on le voit aux Clippers, j'ai pas l'impression que si autour ça tourne pas bien, lui il va t'amener parfaitement en haut, et donc j'ai pas mal de questionnements qui se développent au fur et à mesure sur Kawhi Leonard de ce côté-là, malgré le fait que c'est un joueur, je crois que c'est vous qui en aviez parlé, très robotique et très très, très carré de ce côté-là, et qui est extrêmement fort individuellement. C'est pour ça qu'il est dans mon top 7, mais c'est pour ça que je peux pas le mettre dans le tiers au-dessus, parce que j'ai encore pas mal de questions, et je vois pas comment il va réussir aux Clippers à aller plus loin que ça. Donc je comprends sa chute, étant donné qu'il a perdu son côté parfait défensivement, même si ça reste très fort. Et puis, depuis le rendu, il a tourné dans un clip de Drake. Donc ça, c'est un mini. Et pour le coup, la blessure joue aussi un petit peu chez moi. Parce que quel niveau il va avoir en revenant, on sait qu'on revient globalement bien de ce genre de blessure, mais il y a toujours quand même le questionnement, quoi. Ça renvoie un peu à ce dont le débat qu'on avait notamment avec Tatum. Quand tu rentres dans ce fameux top 11, il faut que tu sois élite à plusieurs choses. Et en fait, Kawhi a peut-être perdu, on est dans la nuance pour les fans des Clippers qui nous écoutent, mais ce petit point perdu défensivement, quand tu as pas rajouté d'autres armes, c'est rédhibitoire. Tu descends forcément là où en plus on va attaquer le top 3. Les joueurs d'au-dessus ont clairement, eux, ont gagné
Enfin, il y en a il y en a deux, il y en a un qui a rassuré, il y en a un autre qui a clairement répondu à certains doutes vis-à-vis de lui. Donc, clairement, ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Vas-y. Non, mais j'allais dire, comme vous l'aviez dit, il y a pas si longtemps que ça, Kawhi... Mince, je sais plus, pardon. Non, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Et du coup, on va, juste pour vous donner une petite idée du top 11, là, on se situe avec Kawhi dans le classement global ultime à la 6e place. Donc là où, d'habitude, il se glissait toujours dans le 4-5, là, on en est très loin. Et ce qui m'a intéressé, parce que, bizarrement, 4, Curry 4, Doncic 5, il y a des petites différences, mais on a l'air tous d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'espèce de même boulot qu'au All-Star Game, réunir les 4 composantes, on est globalement tous d'accord. Là où j'ai un sourire, mais non dissimulé, c'est que du coup, là où Tom et moi-même, on était encerclés quand il s'agissait de défendre l'ami Giannis Antetokounmpo au-dessus de LeBron James, eh bien, pour vous, et on va le révéler ensuite, même pour le classement ultime du DH20, Giannis est devant LeBron. Alors du coup, en plus, je sais qu'on a des intervenants qui ont surtout un petit lien avec LeBron. Alors du coup, comment on a fait pour classer Giannis devant LeBron? On a basketball catéchisme, c'est limite blasphématoire en fait. Alan nous en avait parlé, où il y a une notion de respect en fait, à un moment qui rentre en compte, qui peut être difficile en fait quand il s'agit de trancher. Alors personnellement, je suis très anti-dogmatisme, et donc du coup c'est vraiment un critère qui a un peu de prise sur moi. L'aspect historique, dogmatique, enfin voilà, l'aspect tuer le roi, j'ai pas trop de soucis avec ce genre de considération. Après, je peux le comprendre tout à fait, mais je pense que c'est aussi moi personnellement l'orientation que j'ai choisie qui me permet d'autant plus facilement de faire ça, c'est que, encore une fois, je voulais vraiment avoir ce biais de dynamique, de momentum, de présent dans le classement, avec ce biais de récence, du coup, qui pour moi est le premier critère discriminant. Donc les perfs récentes, plus meilleures elles sont, plus il y a un bonus, et moins bonnes elles sont, plus il y a un malus en réalité. Et en fait, pour moi, LeBron subit autant que Giannis performe dans ce critère-là. Et donc forcément, en fait, il y a une dynamique inverse en fait pour les deux qui me permet de mettre Giannis devant LeBron. En pensant que moi, j'ai vraiment cette impression avec LeBron, et j'espère me tromper, mais on est déjà dans l'anomalie. Je vous le disiez dans le podcast du DH20, enfin de Kebdo, vous le disiez très bien. Il y a quand même des premiers signes de vieillissement, et même si il est déjà c'est déjà une anomalie en soi qu'il puisse être à ce niveau-là à son âge, j'ai un peu peur que alors il y a eu ces petites blessures, moi je les ai moins prises en compte, mais c'est aussi depuis quelques saisons l'aspect où défensivement il est moins impliqué de manière très globale en saison régulière. Il sait élever son niveau de jeu en play-off, et il a une science du basket qui fait que de toute façon ce sera un positif de ce côté-là du terrain, parce que ne serait-ce que par son placement, les indications qu'il donne aux autres, son leadership de ce côté-là du terrain, c'est vraiment un joueur à part, je trouve, en termes d'impact. Il y a ce côté-là. Malheureusement, il y a quand même des qualités athlétiques qui sont en baisse. Alors il a bien aussi géré son jeu pour être moins dépendant du shoot, même plutôt de gérer son shoot, son évolution au niveau de son shoot, c'est vraiment incroyable pour moi ce qu'il a pu faire LeBron. Et donc du coup il est moins dépendant de son premier pas, qui a un petit peu baissé en qualité. Donc après, encore une fois, on parle du top 3, hein, ça perd en qualité, on se comprend. Normalement, il faut le dire au début, ça, parce que là, t'as tout parlé avant. C'est vrai que, non, mais quand je l'ai dit, je me suis dit, non, mais oui, enfin bon, on se comprend, quoi. Parce que la perte de qualité du premier pas de LeBron, bon, faut le dire vite. Mais malgré tout, par rapport à ces monstres-là, et donc, forcément, moi, je pense, par rapport à un Giannis, et moi, dans mon classement, qui fait aussi la part belle en défense, forcément, il y a en fait, toute la dynamique fait que, voilà, je mets forcément Giannis devant LeBron. Et moi, je suis très, encore une fois, imperméable aux discussions quant à l'hérédité de la chose ou aux années vraiment précédentes, parce que on est dans un classement annuel en fait. Donc à partir du moment où c'est annuel, on parle de l'instant T avant tout, et donc du coup c'est ça qui ressort en premier lieu, quoi. On va faire un transfert. Je vais en ramener 2-3 basketball catéchisme, et puis tu viens.
parce que là, on est totalement d'accord. Il y a cette notion de respect. Il y a aussi cette notion de, j'ai pas pu l'élaborer pendant le podcast. Je vais pas trop le faire parce que c'est déloyal de le faire maintenant alors que les autres ne peuvent pas se défendre, mais cette notion de prendre le moins bon. Je me rappelle Ilias qui avait parlé de prendre le moins bon échantillon. C'est pas le moins bon échantillon d'un mec qui a 25 ans, en fait. C'est le moins bon échantillon d'un mec qui en a, alors là, je demande la VAR 37. 36-8. Ouais. Qui en aura 37 pendant la saison, donc fin décembre. On a 36. Donc du coup, ça va être assez compliqué. Lingua, je te laisse parler sur LeBron. Ouais, bon, bah, moi, c'est pas un secret que je suis un gros fan du bonhomme. Alors moi, j'ai fait un premier tiers où j'ai mis KD, Giannis et LeBron au même niveau. Pourquoi, quand j'ai dû faire un choix dans mon classement 20, j'ai mis LeBron derrière Giannis pour 2-3 petites variables, peut-être pas aussi importantes que ce qu'on peut penser. Tout simplement, Giannis est déjà champion en titre. Ça peut paraître con, mais c'est lui qui a gagné le titre cette année. C'est lui l'MVP des finales, etc. Giannis est excellent des deux côtés du terrain. LeBron est pour moi sous-estimé d'un point de vue défensif parce que s'il a été cataclysmique et honteux lors de sa première année aux Lakers, depuis qu'il a ses copains autour de ça va quand même beaucoup mieux que ce qu'on peut dire, même si évidemment c'est pas un défenseur de l'année, c'est pas ce que j'ai dit, mais ça va mieux que ce qu'on peut penser, pardon. Et petite chose négative d'un point de vue de LeBron, et c'est exactement ce que N5 a dit, c'est que son explosivité sur le premier pas, on l'a vu contre Mikal Bridges, elle est plus forcément aussi présente, et du coup ça se montre dans notamment son free throw rating, donc le nombre de lancers qu'il va chercher, et évidemment c'était une grosse part du jeu de LeBron. Donc là-dessus, évidemment, c'est pour ça que moi je l'ai mis derrière. Après, là où je suis pas d'accord, notamment dans le débat que vous avez eu la semaine dernière, avec Doug Hemdo, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup ce que LeBron a fait cette année, parce que en fait, pour moi, il n'y a pas d'hérédité et d'historique qui compte par rapport à LeBron, parce que si tu prends juste la saison qu'il a faite, il s'est arrêté le 22 mars, en fait, parce que il s'est blessé. Et c'est pas du tout une blessure que je considère comme ça peut être une blessure musculaire, parce que des joueurs qui sont blessés tout le temps, comme Anthony Davis et de ça, ou Kyrie Irving, oui, effectivement, c'est un malus qu'ils ont parce que physiquement, ils tiennent pas le rythme. Là, LeBron, il s'est juste pris un mec, comme vous l'avez dit la semaine dernière, sur la jambe. Qu'est-ce qu'il y peut y faire? Rien du tout. Il a une hygiène de vie irréprochable, donc il y peut rien, en fait. S'il l'avait pas eu sur la jambe, il aurait pas forcément été blessé par la suite, malgré la petite séparation entre les deux saisons. Mais pour en revenir au niveau individuel de LeBron sur la saison dernière, il est complètement fou. Moi, je suis allé voir par curiosité, quand il se blesse, où est-ce que les Lakers étaient au niveau du classement. Ils étaient deuxième ex-aequo. Et c'est vrai que moi, dans mes souvenirs, j'avais LeBron en tête du classement MVP avec Jokic, et effectivement, c'était le cas. Il était, en termes de percentile, tout ça, je sais qu'on en parle souvent des stats avancées, il est 99e percentile dans toutes les stats de assist, même scoring, etc. Il reste ultra efficace, et pour moi, c'est pour ça qu'il est logiquement tier 1, 3e, et que ça reste un des meilleurs joueurs du monde, et j'ai un peu du mal à comprendre, outre le fait de perte d'explosivité et de perte physique parce qu'il a 37 ans, de dire qu'il est moins fort qu'avant, parce que j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas pour mon avis en tout cas. Je pense que on a la sensation peut-être, ça c'est Madiane, c'est son rôle il a totalement déformé ce qu'on avait dit et ça du coup, en fait je pense que l'aspect, en tout cas dans mon idée à moi, j'ai l'impression qu'N5 on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Tom peut-être un peu, l'aspect, si on parle seulement de Giannis, quand on prend le top 11, ce qu'il fait défensivement, c'est tellement incroyable qu'en fait, je me dis, même s'il y a une différence offensive, parce qu'en termes de création, etc., LeBron est à un autre niveau, mais il y a défensivement, Giannis, il est tellement dans un autre monde par rapport au... Je trouve, on va parler de Kevin Durant, que même on sous-estime le gap qu'il y a entre les deux à ce niveau-là. Du coup, je suis obligé de faire mettre Giannis devant, et comme on se rejoint un peu tous les trois à ce niveau-là, j'estime que en gros, au début de la saison, le DH20, ça va être une page blanche, on va repartir de zéro. Donc, je donne peu d'importance, même si elle en a un tout petit peu. Tu peux pas totalement effacer ce qui s'est passé, mais sur ce qui s'est passé auparavant. Il y a un truc qui me vient comme ça, il y a une idée qui me vient en vous écoutant. C'est à quel point aussi, moi j'aimerais le tourner en forme d'hommage pour LeBron, que c'est incroyable en fait, c'est son évolution du jeu en fait, justement pour que malgré en fait une certaine perte d'explosivité, d'athlétisme, alors qu'il basait énormément son jeu là-dessus, que malgré ça en fait il soit toujours à un niveau
tel qu'est son niveau actuel, c'est exceptionnel en fait d'évolution dans le jeu. Et moi ce qui maintenant en fait me fait kiffer en fait en regardant LeBron jouer, c'est aussi tout ce qu'il fait pas mais qu'il fait faire aux autres, toutes les indications qu'il donne sur le terrain. Je trouve que c'est incroyable. Une science du jeu qui est vraiment exceptionnelle, alors qu'on a déjà bien sûr mentionné autres, mais je trouve que ça c'est aussi un testament de ce qu'il peut faire et du niveau qu'il peut avoir, et c'est pas à rougir. Par contre en fait là où en fait ça met un petit gap et qui fait que d'autres joueurs peuvent aller devant lui, peuvent le dépasser du coup maintenant, c'est qu'en fait c'est des choses en fait qu'il ne peut plus faire, c'est-à-dire que c'est des possibilités en moins en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il les compense et il est toujours au même niveau. Simplement, il y a des petites choses qu'il peut plus faire, et en fait, à ce niveau-là ou quoi, ça peut être jugé négativement par rapport à un autre joueur. Mais ça veut pas dire pour autant que voilà, son niveau a baissé réellement, parce qu'il a réussi à magnifiquement le compenser en réalité. Simplement, oui, il y a des choses où tu sais qu'il est plus capable de le faire, et quand tu as des jeunes joueurs ultra athlétiques ou quoi, bah, ils vont pouvoir peut-être rivaliser sur certains plans avec lui. À l'époque, ça aurait jamais été le cas, mais maintenant ça l'est, et donc du coup lui compense, mais du coup c'est quand même une limitation en réalité. Bah, d'un point de vue, ouais. On est d'accord, pour imager un peu tout ça, c'est comme si tu dis que LeBron il a une caisse avec 100 outils, et que bah, là il est descendu à 90, mais ça reste toujours 30 outils de plus que n'importe qui d'autre dans la ligue. Oui, ouais. Effectivement, physiquement il est moins là, mais quand tu vois comment il a réussi à développer son shoot à 3 points, pour avoir découvert la NBA au tout début des années 2010, tu te dis que c'est assez incroyable de voir à quel point il a pu réussir à atteindre ce niveau-là, parce qu'il est quasiment à 37%. Et donc, oui, il perd en explosivité, mais le fait qu'il soit plus solide d'un point de vue shoot extérieur, bah, ça lui ouvre peut-être un petit peu d'espace pour toujours rester au niveau. Mais comme vous l'avez dit, là, c'est le top 3, ça se joue sur des petits détails, quoi. LeBron James, dans le classement des auditeurs, est à 1698 points. Giannis est à 1703. Il y a 5 points. Incroyable. Donc, ouais, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En gros, on est sur du grain de sable, hein, clairement. Et premier du classement des auditeurs, on a aussi Kevin Durant. Kevin Durant, on l'a un peu expédié, nous. Déjà parce qu'on parlait depuis 12 heures, et aussi parce que, en plus, on avait l'impression que c'était une évidence. Pas tellement, parce que, par exemple, j'ai l'impression, alors je devrais checker en direct, mais en gros, à vue de nez, il y a 40% des auditeurs qui ne l'ont pas mis numéro 1. Et ce qui est assez intéressant, c'est que LeBron est plus souvent numéro 1 que Giannis, mais c'est ensuite sur les places d'après que Giannis fait son écart. Est-ce que vous êtes posé la question vis-à-vis de Kevin Durant, premier? Pas moi. Bah, moi, j'ai mis Giannis premier. Donc, tu te l'es posé. En fait, avant de faire mon classement, j'avais Kevin Durant premier dans ma tête. J'étais sûr et certain d'être en mode, non mais KD est un niveau incroyable. Tout ce que j'avais vu pendant les playoffs, ça avait été exceptionnel. Je pense comme tout le monde, apprécié le niveau d'excellence de KD face aux Bucks. C'était vraiment magnifique. Et puis j'ai fait ma notation, etc. Et Giannis était vraiment nettement premier. Et puis j'y ai réfléchi, voir est-ce que je discriminais entre les deux, est-ce que voilà, parce que les deux ont le bonus freak. Donc en fait c'était très difficile pour moi le biais de récence pour les deux. Je pouvais pas en vouloir à KD de ne pas s'être qualifié, etc. C'est passé à une pointure, on l'a dit et répété partout, je peux pas lui en vouloir pour ça. Donc je mettais vraiment les deux au même niveau pratiquement partout en réalité. Et en fait il y a une chose qui a joué pour tous les membres des Nets, pour ma part, un malus à la marge de la marge, donc c'est pas une énorme importance, mais dans ces cas-là ça peut jouer. Vous savez, c'est quoi le... Alors, c'est pas vraiment parfait comme stat, mais bon, ça va être parlant, c'est juste pour exprimer mon point. Le defensive rating des Nets, il les place combien dans la ligue ? 29 ? Non, quand même pas. Ouais, c'est bas. Ouais. C'est 22e. En fait, mon point, c'est de dire, en fait, pour une équipe qui vise le titre et dont on est tous, c'est les favoris, etc., c'est un peu une anomalie d'être à ce point-là faible en defensive rating et de ce côté-là du terrain. C'est possible parce que KD, James Harden, Kyrie Irving, c'est des monstres offensifs à un point qu'on l'a rarement vu. Et en fait, le seul problème que ça me pose, c'est que c'est difficile du coup de parfaitement bien évaluer les capacités défensives des joueurs dans un système pareil, parce que la défense n'a pas le même impact qu'ailleurs en réalité.
Et les baisses défensives en fait des membres en fait de cette équipe-là ne vont pas forcément être jugées aussi sévèrement qu'ailleurs parce que ils sont au-delà offensivement et assez largement et que du coup en fait on peut presque se dire oh, on s'en fout un peu. Et ça me pose problème dans l'appréciation de KD parce qu'il a depuis, et en plus dans le cas de KD, c'était la même chose aux Warriors en fait. Et du coup, ça me pose vraiment problème dans l'évaluation défensive de KD, alors qui est moins positive. Quoi qu'il arrive, elle est positive parce que de par sa mobilité et ses capacités physiques, ses qualités athlétiques physiques, de toute façon, moi je vois encore une fois, j'ai mis le bonus fric, il peut vraiment disrupter des shoots que d'autres ne peuvent pas. Il a une mobilité telle qu'il peut aller aider ailleurs, etc., que sa position ou son rôle principal, etc. Mais par exemple, son intimidation au cercle me pose vraiment question, je la trouve erratique, et je ne peux pas en faire pour moi un point potentiellement positif, contrairement à Giannis. Et l'inverse, par contre, c'est justement Giannis qui, pour moi, est incroyable défensivement, mais à un point que moi je trouve ça exceptionnel, j'adore voir ça, et c'est aussi pour ça que je suis aussi défenseur de Giannis, parce que c'est aussi beau défensivement que c'est moche offensivement. Mais il y a à lui seul en fait, il peut faire la défense des Bucks. Et bien sûr qu'ils ont apporté Jrue Holiday, bien sûr que Chris Middleton n'est pas du tout un manchot dans l'exercice. Simplement, c'est le joueur qui fait le système offensif des Bucks. Et même les saisons où Jrue Holiday n'est pas aux Bucks, les Bucks ont un defensive rating extrêmement élevé. Et c'est en grande partie Giannis qui crée ça. Et en fait, à ce niveau-là, en fait, forcément, je trouve qu'il a vraiment une classe d'écart avec KD, malgré le fait que KD soit déjà un bon défenseur. Mais simplement, moi, il y a un vrai petit malus que j'entends pour KD, où je trouve qu'on a tendance à peut-être, en tout cas peut-être, c'est une question, peut-être surévaluer son impact défensif, parce que on n'a pas les conditions pour réellement bien l'évaluer, en fait, à mon sens. Et après, bon, offensivement, bien sûr qu'il y a une classe d'écart dans l'autre sens, parce que KD peut tout faire. Malgré tout, j'ai pas voulu pénaliser beaucoup Giannis, et je lui ai mis une note très haute parce qu'il a eu des améliorations ces derniers playoffs et cette dernière saison, en fait, qui lui permettent de passer en fait tous les problématiques qu'il avait. C'est-à-dire qu'il a développé son playmaking sur le short roll ou quoi. Il sait faire beaucoup plus de passes dans les corners ou même en contre-attaque. On l'a vu notamment en playoff. Moi, je trouvais ça assez flagrant. En fait, qu'une fois qu'il y avait le mur qui était placé devant lui pour l'arrêter comme classiquement, etc., il était beaucoup plus à l'aise pour lâcher le ballon dans les corners, trouver un 3 points ouvert, ce genre de choses. Et puis, moi, j'adore, c'est son évolution au poste et à mi-distance, mais surtout au poste. Et on l'a vu, ça c'est le dernier match face aux Suns, où il y a énormément de bras roulés loin du panier, il y a beaucoup de hook shots loin du panier, qui voilà, lui ont permis de faire ce match incroyable à 50 points. Et je trouve que, oui, il a bien évidemment le problème du pull-up. Malgré tout, en fait, il est tellement fort dans son agression du cercle, et il l'a tellement bien complété grâce à ce jeu de haut panier, etc., que c'est plus totalement une faiblesse, et donc du coup en fait ça reste suffisant pour malgré tout être devant, et c'est pour ça que je l'ai mis devant KD. J'ai noté 2 choses sur ma fiche. J'ai mis voler le bonus fric. Alors ça, c'est clairement l'année prochaine, je vais le voler. Et deuxième chose, en fait, je pense qu'on a eu, sachant qu'on avait des manières de classer extrêmement proches de l'autre, moi aussi, au moment où j'ai tout fixé, j'avais Giannis devant KD, et je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment considérer Giannis Antetokounmpo comme un meilleur joueur de basket que KD? Et là, du coup, je me suis dit, les clous que m'impose ma classification ne rentrent pas grâce à KD, parce que il a un peu moins le côté playmaking, mais c'est tellement la machine ultime pour mettre le panier. On va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour mettre le ballon dans le panier. Je suis obligé de le considérer comme le meilleur joueur. Alingua, du coup, tu nous as dit que toi, ça t'a pas effleuré l'esprit, du coup. Non, bah en fait moi je suis complètement d'accord avec les arguments d'N5, mais du coup je suis pas d'accord avec sa conclusion parce que je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une classe d'écart défensivement. Là où j'ai un peu de mal, c'est que défensivement, à côté de Kevin Durant, c'est Bruce Brown, donc c'est forcément difficile par rapport à Brook Lopez, Chris Middleton, etc. Peut-être qu'on le surcote défensivement, c'est possible. J'ai du mal à me situer là-dessus. Mais d'un autre côté, comme il l'a dit, pour moi, il y a une vraie classe d'écart offensivement. Et j'ai du mal à voir où Kevin Durant, aujourd'hui, a un vrai point faible. Pour moi, c'est le basketteur ultime. Et il est, même s'il est dans le même tiers, il est devant les autres
comme l'a pu être à l'époque LeBron James quand il était au top de sa forme, parce qu'il est ultime dans son jeu, il est capable de tout faire, et j'attends encore confirmation du fait qu'il puisse aller au titre en étant seule option numéro 1, entre guillemets, hein, parce que risque d'attendre James Harden à côté. Malheureusement. Ouais, bien sûr, mais comme vous l'avez développé la semaine dernière chez Dunkemdo, c'est les Nets de Kevin Durant. À l'époque, c'était les Warriors de Stephen Curry. Donc voilà, je m'entends quand je dis option numéro 1. Mais je pense que s'ils veulent le faire, c'est maintenant. Et d'un point de vue, en tout cas sportif, parce que j'omets tout ce qui se passe à côté, parce que sinon il serait pas dans mon top 5. D'un point de vue sportif, c'est aujourd'hui le basketteur ultime. Et pour moi, il est un tout petit cran au-dessus de Giannis et LeBron, évidemment. Du coup. Ah, ça c'est assez intéressant. Ça, il y avait aussi cette question de où on le place par rapport aux 3 autres. Mais là, vous voyez, là on est sur du mutant et c'est assez intéressant à noter de l'aile aussi, hein, que de l'aile. Même si bon, il y aura toujours le débat où tu les places. Classiquement, on les placerait quand même à l'aile. En tout cas, les gars, c'était très très intéressant. Moi, j'ai kiffé et c'est peut-être le moment aussi de donner du coup le classement. Alors, j'ai eu la discussion avec les membres de la team Dunkebdo pendant l'après-midi. Comment on est censé appeler ça? Est-ce que c'est le DH20 2.0, le DH20 ultime? Je ne sais pas. J'y pensais aussi, je me suis dit ça c'est intéressant la dénomination aussi DH parce que c'est quand même votre truc, c'est Dunkebdo, mais donc du coup est-ce que quand nous on le fait ça change? Je sais pas. Il y a pas encore, on n'a pas publié l'arrêté, etc. Il y a pas, donc il y a un blanc en fait dans ma fiche. En tout cas pour résumer du coup, quand on mêle toutes les composantes, donc Dunkebdo, Inside Hoop, Basket Catéchisme et vous les auditeurs, quand on fait un petit peu notre tambouille, mot qui n'est plus dit depuis 1980, ça du coup ça nous donne ça. 20e Donovan Mitchell, 19e Trae Young, 18e Bradley Beal, 17e Kyrie Irving, 16e Chris Paul, 15e à égalité Butler et Booker, 13e Paul George, 12e Tatum, 11e Lillard, à égalité Davis et Joel Embiid, 8e James Harden, 7e Nikola Jokic, 6e Kawhi Leonard, 5e Luka Doncic, 4e Stephen Curry, 3e LeBron James, 2e Giannis Antetokounmpo et 1er Kevin Durant. Au niveau des égalités, on a décidé, grand seigneur, de donner la parole aux auditeurs, c'est-à-dire quand il y a une égalité, ça n'amuse personne les égalités. Du coup, on donne l'avantage à celui qui a eu le meilleur classement auprès des auditeurs. En tout cas, à Lingua N5, c'était un vrai plaisir pour moi d'entendre. Vous avez été très gentil avec nous, très doux, trop doux. D'ailleurs, il y a rien à mettre sur Twitter. Non, je rigole, mais c'était vraiment un plaisir et de voir du coup que ça inspire des gens et ça fait aussi, ça fait un peu surchauffer les cerveaux, ce fameux DH20, parce que si les auditeurs vous l'avez pas fait pour le vote qu'on vous avait incité à faire, n'hésitez pas à le faire, je sais pas, à nous l'envoyer sur Twitter, etc. Parce que c'est toujours très intéressant et on remarque que ils sont faciles à critiquer ces classements, mais à faire, ils sont extrêmement difficiles. Ouais. Toujours très très difficiles. Très bien. Et bien du coup les gars, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. On a parlé à peu près de tout le monde sauf Trae Young, c'est bizarre. Hein, j'étais à la présentation. C'est pas grave, on va pas dire des choses qui fâchent. Donc c'est pas très étonnant. En tout cas, je rappellerai du coup qu'on peut retrouver Alingua dans Inside the Hoop @inside _D_hoop et sur Twitter @Alingua. On mettra tout dans les descriptions sur Twitter, etc. Et puis Basketball Catéchisme en référence du coup à ce magnifique morceau d'Alpha One et Freeze Corleone, c'était obligé. @basket C majuscule catéchisme sans E et N5 on t'entend. Ce qui est bien, c'est que du coup j'ai pas arrêté de répéter vos @Twitter, donc là si on vous trouve pas, c'est vraiment que c'est volontaire. Et du coup dit N majuscule F majuscule 5 avec un 5 à la fin. Et ben les gars, c'était vraiment un plaisir. On referme le chapitre Dunkebdo, 3 parties, pratiquement 6 heures au total. Donc on en a bien discuté. On va entamer dès cette semaine, dans le courant de la semaine, les previews. Cette année, on en aura plusieurs, plus de 3. On vous dira un petit peu ça par la suite. Merci encore les gars. Et puis on vous souhaite à tous une très bonne semaine. Salut. Merci. Salut à tous. Ciao, ciao.